Take-off. Press 7. 8 knots. Ça prend pas de temps au bonsoir, de temps au soir, il y a 0 gauche et attendez. Et à bonsoir de... Rotate, bonsoir de 200 à 30, 102 ans. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to room share flight already 401 to London Heathrow. Siamo al completion, Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus, bienvenue dans la zone aéro en ce mercredi soir. J'espère que vous allez bien, que vous allez toutes et tous passer une bonne semaine. Très heureux de vous retrouver, vous qui êtes connectés sur le chat et évidemment vous qui êtes aussi, je pense à Nico et à notre invité, Vincent, qu'on retrouvera tout à l'heure, connectés derrière vos petits écrans. Julot, oui, ok, bon bah faites-vous plaisir dans le chat. Donc j'espère que tout va bien pour vous. On continue dans la lignée des bonnes émissions de la zone aéro, puisque ce soir on va se projeter dans l'espace et dans les émissions, puisque on a un sujet un petit peu spécial à vous proposer. Les liens arrivent déjà dans le chat, bravo les gars, bravo la modération. Nous avons la chance de recevoir Vincent Heidelberg de Stardust, qu'on retrouvera en deuxième partie d'émission pour parler tout de son travail. Nico qui est tout en vert aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui Nico il est connecté par satellite. Ça va mon Nico? Bonsoir tout le monde. Ça va? Vous me voyez en relief du coup là, non? Alors on te voit bien, par contre ton micro il sature un tout petit peu. Mon micro là. Ouais, ton micro il sature un tout petit peu. Voilà, son faible. Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est que ça ne fiche plus. Donc ça c'est déjà top. Je te laisse régler un petit peu tout ça, le temps de dire un petit bonjour aux personnes qui nous ont rejoints durant cette semaine. On a eu pas mal de followers cette semaine. Je pense par exemple à Badrobot 92, à Mikispa 75. D'ailleurs Mikispa 75 a pris un abonnement il y a 7 jours et je pense que c'est notre ami Miki qu'on avait la semaine dernière dans l'émission, dans la zone aéro. LLP 34, Francky, Cromly, etc. Donc soyez toutes et tous les bienvenus pour ces nouveaux followers. Je vous rappelle que vous pouvez continuer de soutenir l'émission. C'est très simple, vous avez différentes options pour soutenir le programme s'il vous plaît. La première, c'est de prendre un petit abonnement comme d'habitude sur Twitch. Ça vous coûte le prix de 2 cafés à peu près pour le mois. Sinon, si vous êtes abonné Amazon Prime, vous pouvez le faire gratuitement. Vous convertissez votre Prime en abonnement Twitch et vous soutenez la chaîne pour 30 jours et il faut le refaire chaque mois. Et puis, sachez que cet abonnement vous donne aussi la possibilité de visualiser en prime abord. Et voilà, Vince. Merci Vince qui vient de nous donner son Prime. Merci à toi. Merci beaucoup, vous voyez en plus ça déclenche la manche à air derrière, donc tout va bien. Merci beaucoup. On va le retrouver juste après Vince. Donc voilà, vous pouvez faire comme Vince et prendre un petit abonnement, ça soutient la chaîne, ça soutient la zone aéro, ça nous permet aussi d'envisager les futurs investissements qui sont en cours de réalisation. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Nico, c'est bon, c'est réglé le petit problème de son? Ah là on t'entend plus du tout. Il n'y a plus de son du tout. Bon, c'est pas grave. On va retrouver Nico juste après. Ah, ça y est, c'est revenu. Ouais, Nico. Ah bah oui, mais bon. Là, c'est pas mal. Ça sature pas. Non, là, ça a l'air d'être pas mal. Enfin, le chat, je pense que vous entendez bien Nico. Normalement. Oui, non? Bon. Ok, un peu faible. Bon, ok. On va régler tout ça, puisque justement, c'est nouveau. La nouvelle connexion de Nico a besoin d'être réglée. Et déjà, des réactions dans le chat. Ah oui, c'est vrai que je vous ai pas salué le chat. J'ai vu Skyflyer, j'ai vu Vince qui est là, j'ai vu Jurden, toute l'équipe de la modération, Julot, MMG7F. Qui est-ce que j'ai vu encore? Freeflight 30. Il y a pas mal de gens. Il y a Natabouille qui est là aussi. Voilà. Les fidèles sont là. Bon, merci à vous d'être là en tout cas. Je vous propose tout de suite d'embrayer par le dépôt du plan de vol. Et puis on voit de quoi se compose l'émission de ce soir. C'est parti.
Et donc, dépôt du plan de vol de l'émission de ce soir avec le sommaire, la checklist. Hop, ici, checklist. Actualité du terminal dans un instant. 5 ce soir, 5 petites actus. La semaine était productive. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, la séquence embarquement avec, et nous avons le plaisir, je vous le disais, de recevoir Vincent Heidelberg, que vous connaissez toutes et tous sûrement si vous suivez l'actualité, les émissions d'ailleurs de qualité spatiale et aéronautique, on en reparlera, puisqu'il y a des reportages qui sont très sympas. On parlera avec lui de sa passion de l'aviation et vous pourrez lui poser vos questions. Vous pouvez tout lui demander, donc il n'y a aucun problème. Ce sera donc dans la séquence embarquement avec, et on terminera l'émission comme d'habitude par une petite remise de gaz fort aux questions, les 5 dernières minutes de la zone, histoire de vous parler aussi du programme à venir. Voilà, juste avant de démarrer, ce que je vous propose, c'est, et je vais demander peut-être à Fabien de pouvoir relayer le petit sondage. Voilà, puisque la zone aéro est en train de lancer un nouveau format qui devrait voir le jour dans les semaines qui viennent, qui va s'appeler Push to Talk. Alors, vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux différents noms. C'est vrai qu'au départ, on l'avait appelé classe éco, en fait en référence à la classe d'espace, classe d'espace qui est contrôlée, mais dans laquelle les pilotes VFR ont une liberté. Et puis en fait, on s'est rendu compte que ça portait un petit peu à confusion, puisque, alors pour nous c'était clair, parce que écho, répétition des messages, ou écho, le E de échange, pour nous c'était clair, mais ça ne l'était pas forcément pour tout le monde. Donc du coup, on a remodifié le nom, et on est heureux de vous présenter très bientôt ce nouveau programme qui s'appellera Push to Talk, qui fait référence au bouton qu'on appuie, et l'avantage, ça va être une sorte d'émission de libre antenne. On pourra parler d'aviation, mais parce que un petit peu d'autres choses. Pas que de l'aviation en tout cas, mais évidemment de l'aviation au programme. Et vous aurez donc, ce sera une libre antenne, c'est-à-dire qu'il y aura des animateurs qui seront là, ça peut être nous, ça pourra être d'autres personnes, et on discutera tous ensemble. Vous pourrez vous raccorder en vocal complètement gratuitement via le serveur Discord, et à partir de là, vous pourrez intervenir directement, on pourra échanger en vocal dans l'émission, donc ça sera super, et ça sera vraiment un lieu d'échange pendant 1h30, 2 heures, vraiment une libre antenne consacré à l'aviation, au spatial, à ce que vous voulez. Si vous voulez nous raconter des anecdotes de vol, de tout ce que vous voulez, ça sera dans cette émission-là, et ce sera probablement soit un hebdomadaire, soit mensuel. Voilà, donc ça c'est en train d'être calé, et justement vous avez votre mot à dire, puisque Fabien a mis le lien dans le chat en annonce. D'ailleurs, vous pouvez cliquer sur le Google Form, remplir, répondre aux questions en tout cas, et nous ça nous permet de cibler un petit peu le créneau et ce qu'on va vous proposer, et on prend en compte évidemment votre avis. Voilà, donc Push to Talk à venir, et on en reparlera bien évidemment dans la zone. Nico, c'est tout bon pour toi ? Non, c'est pas tout bon. Alors ok, je continue de te laisser chercher, et on va démarrer tout de suite l'actualité du terminal. Et nous avons un raid, et on remercie The Flying Frogs, qu'on retrouvera d'ailleurs très prochainement dans la zone aéro, début novembre même. Allez, je lâche l'info, qui arrive avec 8 personnes. Merci mon ami, bienvenue. Soyez les bienvenus les amis dans la zone aéro. On démarre tout juste l'émission et on se lance dans la rubrique Actu, à peu près pour une dizaine, 10-15 minutes avant de retrouver notre invité de ce soir, qui n'est autre que Vincent Heidelberg de la chaîne Stardust. Donc si vous avez des questions à lui poser, restez avec nous. Vous pourrez le faire via le chat sans aucun problème. Je vous rappelle que les questions sont enregistrées et on les rappelle au fur et à mesure des échanges. Voilà, allez, on est parti pour l'actualité du terminal, et cette première actualité qui va réjouir les amateurs de bouquins, puisque un peu de lecture qui vous est proposée grâce à la remise des prix de l'Aéroclub de France qui a eu lieu cette semaine. Donc comme chaque année, l'Aéroclub de France a récompensé une poignée d'ouvrages qui ont été publiés en 2022. Ce ne sont pas moins que de 132 publications qui ont été recensées entre le 1er janvier
Et le 31 décembre, 65 ont été retenus après une première évaluation et il y en a 20 qui ont intégré une sélection, la sélection finale de l'Aéroclub de France. Donc la liste officielle des prix remis est évidemment disponible, elle a été publiée. Vous pouvez la retrouver sur le site de l'Aéroclub de France. Et parmi tous les prix qui sont donnés, on notera le prix de l'Aéroclub de France qui récompense un bouquin qui devrait plaire à notre ami Nico, normalement, qui s'appelle Georges Villa, retranscrit par Christian Wagner. Au-dessus de la tranchée, carnet de guerre d'un chef d'escadrille, Georges Villa raconte et dessine la guerre, la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale. Et je pense que ça devrait intéresser notre ami Nico, qui est en train de résoudre ses problèmes. Salut The Flying Frogs, bienvenue. Voilà donc pour le premier bouquin, et le deuxième bouquin est un bouquin qui devrait plaire aux amis qui sont du côté de la Bourgogne, notamment du côté de Saint-Yan et de Montceau-les-Mines, par là, puisqu'il y en a régulièrement sur le chat. C'est le Grand Prix littéraire qui est remis à Jean-Loup Noteghem, à Patrice Noteghem et à Philippe Dubois pour l'Évangile selon Saint-Yan, qui est en auto-édition. C'est un choix qui peut surprendre, puisque l'ouvrage n'est pas une œuvre littéraire au sens strict du terme, mais un équilibre plutôt entre une histoire passionnante, des documents inédits et une rédaction sans fausse note qui a séduit le jury et donc qui s'est vu remettre ce fameux prix du Grand Prix littéraire de l'Aéroclub de France. Et vous avez sur la photo tous les lauréats de cette nouvelle édition. Et bienvenue Fruzzi94, bienvenue dans la zone. Voilà pour la première nouvelle. Donc si ça vous intéresse, vous allez sur le site de l'Aéroclub de France, vous avez tous les bouquins et je pense que vous aurez aussi les liens pour pouvoir les commander, les découvrir. Pour Saint-Yan, sachez évidemment qu'on parle entre autres de l'aéronautique en Bourgogne et aussi on va dire de l'école emblématique qui est le centre de formation, l'ancien CEFA donc de l'ENAC en France. Voilà, on continue. L'actualité, on va faire un tour du côté de chez Daher, puisque un bon score, 500 TBM 900 qui ont annoncé être livrés aujourd'hui par Daher, avec plus de 100 TBM 960 dans son carnet de commandes, en plus. Donc vous voyez qu'il y a du travail, les équipes de Daher ont plus de 2 ans de production assurée devant eux. Le plébiscite du monoturbo-propulseur Made in France ne se tarit pas d'éloges, en particulier aux États-Unis, auprès d'opérateurs professionnels, mais pas seulement, aussi au niveau des propriétaires privés. C'est un avion qui se vend bien, il faut le reconnaître. Les 500 avions de la série TBM 900 livrés à ce jour dépassent des totaux des 2 types d'avions TBM de la génération précédente. Alors dans les chiffres, on a 324 avions qui ont été produits dans la configuration TBM 700, donc la configuration un peu anthologique, tandis que 338 TBM 850 qui a été la première version du TBM géré par Daher qui ont été fabriqués. Le système d'avionique Garmin G3000 est arrivé sur le 930 en 2016, puis le 940 a été équipé en 2019 d'une automanette et du fameux système Autoland de chez Garmin. On en avait déjà parlé, le système un peu automatisé qui par intelligence artificielle arrive à déterminer les trajectoires pour venir poser l'avion tout seul en cas de problème. Et en 2022, donc le TBM 960 a été lancé avec un nouveau turbopropulseur, toujours un Pratt & Whitney, un PT6E 66X. Et vous l'avez sur la photo, donc de très bons scores. Et Daher qui se place toujours un petit peu en leader sur le marché. On continue. Troisième petite nouvelle, Air France qui a annoncé cette semaine qu'elle allait quitter l'aéroport de Paris-Orly. Donc il n'y aura plus d'avions estampillés Air France sur Orly. Alors vous verrez qu'en réalité, Air France sera toujours là, mais sous une autre manière. Et on annonce ça pour 2026. Donc 6 lignes à partir de Paris-Orly qui vont être supprimées. Il y en a 3 qui vont être supprimées vers l'outre-mer, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France et Saint-Denis de la Réunion. 3 autres en métropole, Toulouse, Marseille et Nice. En revanche, les vols qui sont opérés dans le cadre de la délégation de service public à destination de la Corse seront maintenus. Donc on verra encore quelques avions, mais ce sera pour de la délégation de service public. Voilà.
Alors, pourquoi? Pour quelle raison Air France annonce quitter Paris Orly? Tout simplement, le développement de la visioconférence, la réduction des déplacements professionnels sur les vols domestiques et plutôt un report des passagers vers le train, c'est une constatation, conduisent à une chute structurelle de la demande sur le réseau domestique, point à point d'Air France. Donc ça, c'est une déclaration qui a été faite par Air France cette semaine. Entre 2019 et 2023, la baisse du trafic sur les liaisons domestiques au départ de Paris-Orly est, tenez-vous bien, de moins 40%. Et même moins 60% pour les allers-retours sur la journée. Donc c'est un vrai coup dur pour les fameuses navettes Air France. Alors, ces destinations-là vont être transférées vers Roissy. Donc vers Roissy, on va conserver ces destinations, mais l'idée c'est de les placer sur Roissy pour pouvoir offrir les correspondances, notamment à l'international de manière plus rapide. Et on gardera aussi sur Orly ces fameuses liaisons internes, Toulouse, Marseille et Nice notamment, sur le réseau Transavia avec pour l'instant les 737, mais à venir les nouveaux 320, 321 Neo notamment, pour tout ce qui est la partie un petit peu low cost. Voilà, en fait c'est la fin du service à navette, exactement, c'est un petit peu ça. Après, il compte le Covid. Le Covid a sûrement joué, effectivement, mais justement, post-Covid, on se rend compte que les gens gardaient les réflexes du Covid et donc il y a beaucoup moins de fréquentation sur ces vols-là. On continue avec, on va dire, deux petites anecdotes à venir. La première, c'est une annulation un petit peu spéciale d'un vol EasyJet. En effet, des passagers assez indignés d'ailleurs se sont retrouvés bloqués à bord d'un avion d'EasyJet à Tenerife. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un client a eu la bonne idée de déféquer, si vous voyez ce que je veux dire, sur le sol des toilettes. Donc il a mal visé le trou, probablement, c'est tombé à côté. Et il y a eu des images en fait qui sont sorties, qui ont montré des morceaux de papier toilette qui jonchaient le passage de l'avion, tandis qu'une autre vidéo montre, on va dire que le pilote qui explique que le vol a été annulé. On voit d'ailleurs un membre du personnel qui dit que plutôt amusant de déféquer dans les toilettes de devant. Donc nous passerons maintenant la nuit ici. Nous allons maintenant faire descendre tout le monde et organiser des hôtels. Ensuite, nous prendrons l'avion demain matin, puisqu'il était hors de question de pouvoir partir avec une telle situation à bord devant une foule de passagers assez médusés. Donc le vol EasyJet 8054 qui devait décoller dimanche à 20h05 et arriver dans la capitale britannique donc à minuit 20 avait déjà été retardé plusieurs heures avant finalement donc d'être annulé et les passagers sont repartis à 15h le lendemain. Est-ce qu'ils ont chopé le passager qui a fait ça? Je ne sais pas, l'histoire ne le dit pas. C'est interdit d'aller aux toilettes pendant qu'il y a des turbulences, c'est clair. Ouais, alors ils n'avaient pas décollé encore. Ah bon? C'est turbulent là. Ils n'avaient pas décollé visiblement, donc bon. Donc voilà. Une petite anecdote du côté de chez EasyJet, comme quoi il faut bien viser. Et puis enfin, donc dernière petite... 1 sur 5, Nico, on te dit, on t'entend mal, visiblement. Ouais, j'ai les paramètres, là, ça ne veut pas bouger, c'est maintenant, là, c'est du tout automatique, là, un peu comme Apple, là, ça m'énerve, on peut toucher à rien. Ah bon. On peut régler comme on veut. Ok. Bon, écoute, on va voir si après ça va un petit peu mieux quand on va se connecter tous ensemble. Japan Airlines et les sumo, vous avez vu cette image. Pourquoi? Tout simplement pour Japan Airlines, le poids des passagers reste toujours un impondérable, comme toutes les compagnies d'ailleurs, à prendre en compte en termes de sécurité des vols. Vous le savez, la masse des passagers du fret joue sur le centre de gravité. La preuve, elle a rapidement rajouté un vol supplémentaire à son horaire régulier du 12 octobre 2023. Pourquoi? Tout simplement pour accueillir un grand groupe de lutteurs sumo, donc vous les avez sur la petite illustration, qui devaient se rendre à l'aéroport d'Amami pour assister à une compétition du Festival national spécial des sports de Lille. Même si tout allait bien en termes de nombre de passagers, lorsque la compagnie aérienne a calculé
le nombre de passagers en kilos, une réflexion rapide a été nécessaire pour résoudre un problème de surpoids. Et bienvenue Martin, bienvenue à Jumpseat qui est avec nous, Aérobuzz. Ils sont là les amis, bienvenue à vous. Oui, donc chaque lutteur de sumo pèse en moyenne 120 kg. Et 120 kg, bah, c'est le double de celui d'un passager ordinaire. Donc, ça pouvait poser des problèmes de chargement et de centrage. Du coup, 2 vols ont été organisés et effectués sur Boeing 737-800, chacun d'une capacité de 165 passagers. Et Japan Airlines s'est rendu compte que les 2 vols ne seraient pas en mesure de transporter la quantité de carburant requise en raison des restrictions de poids. L'aéroport d'Amami est une piste courte en plus, donc il faut aussi calculer les performances de l'avion en take-off and landing. Et donc utiliser un avion plus gros n'était pas possible, ce n'était pas une option qui était cohérente. Par conséquent, ils ont décidé de rajouter un vol supplémentaire au départ de Haneda pour répartir le poids de manière uniforme et sûre et emmener tout le monde à bon port. Donc vous voyez comme quoi, des fois, il y a des impondérables et puis les compagnies aériennes, elles doivent s'adapter pour la sécurité de tous, évidemment. Voilà pour les petites news de ce soir. Et puis, on va retrouver tout de suite Vincent Edelberg de Stardust, notre invité. Et puis évidemment Nico avec son micro un petit peu capricieux. Donc tout de suite je vous propose de rentrer dans la séquence du jour et on embarque tout de suite avec Vincent et la chaîne Stardust. Et le voilà, il est là. Salut Vincent. Salut. Est-ce que tu nous entends bien? Est-ce que tu nous vois bien? Excellent. Est-ce qu'on m'entend bien aussi? Normalement, ça doit être bon. Et on a retrouvé aussi Nico qui est là. Le chat, est-ce que vous entendez? Voilà, 5 sur 5. Donc au niveau des coms, on est plutôt pas mal. Bon Vincent, merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation, ça fait plaisir. C'est vrai que ça fait quelques mois, on avait échangé justement, on s'était dit pourquoi pas venir parler un petit peu de ton travail, parce qu'il a le mérite d'intéresser énormément de monde, si on en croit les statistiques de ta chaîne YouTube, mais aussi de tes lives. Tu montres un petit peu l'envers du décor quand tu travailles. Mais avant toute chose, je te propose de faire ce qu'on fait d'habitude quand on a des invités, c'est-à-dire une petite minute de présentation. Et comme ça nous donne un ordre d'idée et après on peut rebondir avec le chat et te poser les questions qui nous intéressent. Très bien. Et on est parti. Moi c'est Vincent, bientôt 34 ans, actuellement à Annecy, originaire de Lyon. J'ai commencé ma chaîne YouTube en 2016, en janvier 2016, d'abord full espace. Même si j'étais déjà passionné d'aviation, j'en parlais pas vraiment. Et depuis maintenant 2019, c'est mon travail à temps plein. Je fais des documentaires historiques sur l'histoire spatiale et aéronautique, donc vraiment histoire, pas tellement actualité. Et je fais aussi des lives quand il y a des événements très importants qui se passent au niveau spatial. Il m'arrive aussi de me rendre chez des gens, que ce soit l'équipe de Voltige ou d'autres gens, pour réaliser quelques reportages. D'accord. Bon, voilà, il y a un bon résumé. Il restait 15 secondes. Ah. Rien à rajouter? J'avais pas le chrono. Abonnez-vous. Ok, d'accord, voilà. Justement, abonnez-vous, regardez. Les modérateurs ont mis justement les différents liens, la chaîne YouTube, Stardust, la chaîne Twitch, ton Twitter, ton Instagram. Ils ont fait le package des liens, donc vous pouvez déjà, de manière très certaine, vous abonner et d'aller voir l'excellent travail de Vincent. Et je pense qu'on va demander peut-être à Nico de poser la première question. Alors, non, il y aura une question forcément, mais c'est juste un conseil, c'est d'aller voir parce qu'il y a des archives extraordinaires, surtout au point de vue des images en fait. C'est incroyable. Là, j'ai fait un tour, j'ai déjà vu quelques documentaires, mais je vois sur les missions Apollo, c'est pas mal, l'émission Gemini, la première sortie, il y a beaucoup d'archives, d'images. Et des trucs que j'avais jamais vus, parce que je m'intéresse beaucoup aussi à l'espace et j'aime bien regarder des documentaires là-dessus. Et il y a des trucs que j'ai jamais vus, quoi. Donc c'est très très impressionnant le travail que Vincent a fait là-dessus. Donc si j'ai un conseil à donner, c'est d'y aller.
Et donc, ma question, c'est comment tu arrives à avoir des archives comme ça, quoi, en fait. De la NASA, carrément, Apollo, Gemini. Ben, justement, ma chaîne se concentre beaucoup sur le spatial américain, justement parce que c'est là où on trouve les archives les plus accessibles. Avant la guerre en Ukraine, déjà, pour la Russie, c'était très compliqué, donc, parce que la culture soviétique fait que le partage culturel, c'est pas ça, les archives en ligne, encore moins. Donc du coup, je me suis beaucoup concentré, et aussi l'Europe, ils sont pas très très forts là-dedans non plus au niveau spatial. Donc du coup, je me suis beaucoup concentré sur le spatial américain parce que c'était celui qui avait le plus d'archives documents au niveau des documents, que ce soit audio, photo, vidéo ou PDF ou quoi que ce soit. Et, euh, et en vrai, la NASA garde tout. Vraiment, tout ce qui est NASA, ils gardent absolument tout et ils numérisent quasiment tout. Et ça, c'est génial. Donc, quand on sait chercher, on arrive à trouver. J'ai vite vu que c'était vraiment compliqué, mais que quand on avait les bonnes adresses, on trouvait les bonnes choses. C'est ce qui m'a poussé d'ailleurs à créer un site en 2019 ou 2020, je sais plus, qui s'appelle WikiArchive, qui est donc une archive open source de tous les documents de la NASA. Et qui maintenant a d'ailleurs plus d'archives que la NASA elle-même. Je pense que c'est l'archive aérospatiale, enfin plutôt spatiale, la plus élaborée, enfin la plus fournie au monde. Donc dessus tu y trouves tous les documents, photos, vidéos que j'utilise dans mes documentaires, mais qui sont du coup téléchargeables gratuitement avec les licences, etc., etc. C'est un petit travail de fourmi, mais il y a plus d'1 million de photos actuellement. Donc du coup, c'est comme ça que je fonctionne, c'est trouver les bonnes adresses. Et si besoin, des fois, j'ai aussi quelques contacts où je peux demander des choses si besoin. Par exemple, j'ai un pote j'ai la chance d'avoir un pote maintenant qui travaille aux archives à la NASA. Et du coup, si j'ai besoin, je demande. Mais c'est plutôt rare, parce qu'en général, la NASA fait du bon boulot de numérisation en ligne. D'accord. Tu payes des droits dessus? Tu vois comment ça marche pour que tu puisses diffuser Non, la NASA met tout en domaine public. Sauf certains documents qui impliquent le visage d'astronautes, par exemple, qui là sont en Creative Commons non commercial. Donc, c'est-à-dire que tant que je ne vends pas ces images, il n'y a pas de souci, j'ai même pas à leur demander l'autorisation, c'est open bar. Par contre, si je les vendais, oui, si je fais des posters avec une photo d'astronaute, là, il y a un petit souci. Ouais. Parce que, mais tu parlais de la NASA, mais là, je vois un documentaire très intéressant, parce que c'est vrai, on voit beaucoup de documentaires, beaucoup américains, hein, que ce soit avion, tout ça, il n'y a pas beaucoup de documentaires avions français. Et là, en fait, tu as fait un documentaire sur les fusées françaises, en fait. J'ai vu ça, là, je viens de voir ça, que je vais regarder, donc ça dure 1 heure. Et c'est très, très intéressant, là, je vois des petites fusées, là, au début. Ensuite, je vois qu'ils ont mis un rat dans la fusée. Oui, un rat, ils ont mis une chatte ensuite. Des singes. Ouais. Mais donc, tu vois, c'est un documentaire que je vais regarder parce que il y a très peu en fait de documentaires sur l'aérospatiale française. Oui, et le problème de l'Europe, c'est qu'ils ont une très mauvaise culture de l'archive, que ce soit de l'archive documentaire ou même matériel. Je prends l'exemple d'une fusée qui s'appelait Europa, qui est donc arrivée avant Ariane. On a eu Europa 1 et Europa 2. C'était vraiment les prémices du spatial européen. C'était super intéressant. Et ben aujourd'hui, des fusées Europa, à part à l'Eurospace Center en Belgique, où on a 2-3 morceaux, et ben on n'a pas vraiment de reste de cette fusée. On n'a pas vraiment grand-chose. Pareil, le pas de tir historique des fusées françaises à Amaguir en Algérie, à l'époque où l'Algérie était française, bah pareil, ce pas de tir, il est pas considéré comme monument historique, donc en fait, il est délaissé. Et récemment, pour en revenir plus à l'aéro, parce que c'est plus votre truc, mais récemment, j'étais à Mérignac, et il y a la Caravelle 0G, qui était utilisée pour les vols 0G à l'époque à Mérignac, donc le premier avion 0G européen, en vrai, qui était donc un conglomérat des GA-CNES. Et ben cette caravelle est actuellement sur le tarmac en train de pourrir, quoi. Et elle est tenue officiellement par un conservateur de l'aéronautique, mais elle n'est pas vraiment tenue en fait. Elle est juste posée sur le tarmac et elle prend pas la poussière, mais les éléments, quoi, malheureusement. Donc il y a une culture européenne de l'archive qui est pas énorme. Bon, heureusement pour cette vidéo-là, j'ai eu de la chance, j'ai pu avoir 2-3 archives grâce à Image Défense, le CNES, ils font ce qu'ils peuvent, le CNES, ils y arrivent, et aussi la DGA qui ont quelques archives, mais
C'est quand même, on a une culture européenne de l'archive qui est pas énorme en termes d'aérospatial. Je pense que vous voyez aussi avec les avions qui pourrissent un peu à gauche à droite, Oui, bien les sûr. avions de légende. Ouais. Ouais, il n'y a pas vraiment de culture de maintien de patrimoine en fait Ouais. dans le domaine aéronautique ou spatial. Mm. Les châteaux forts, on y arrive. Et encore. Et encore. Eh oui, et encore. En ruine pour certains. Mais, voilà, c'est un peu triste tout ça, quoi. Ouais. Mais voilà, c'était un conseil. Et puis, non, c'est très, très intéressant. Là, je voyais le Apollo 14 où Alan Shepard est parti sur la Lune, il a joué au golf. Donc ça, Oui. c'est intéressant. Hein. Alors, par rapport aux Russes, je pense qu'il y a plus d'anecdotes, on va dire, entre guillemets, amusantes comme ça chez les Américains que chez les Russes, en fait, aussi. Hein. Donc, il y a toujours à dire chez les Américains, en fait. Oui, puis encore une fois, culture du partage et aussi le fait que le contexte n'était pas le même dans le sens où les Russes étaient pas mis en avant publiquement, ils étaient militaires complètement secrets et que la vie n'était pas la même. Il y a un bouquin qui a été écrit par Dave Scott, Apollo 15, et Alexei Leonov, donc premier homme à sortir dans l'espace. Ils ont écrit un bouquin conjointement qui s'appelle Two Sides of the Moon, les deux côtés de la Lune, où chaque chapitre, ils font l'histoire chronologique de la course à la Lune, mais chaque chapitre, il y a un chapitre Dave Scott et un chapitre Leonov qui racontent leur côté. Donc côté URSS, comment ça se passait, et côté américain, comment ça se passait. C'est fascinant. Et je vous le conseille d'ailleurs si vous n'avez pas eu l'occasion de le checker. Voilà. Ok. Petit Comment aparté. ça s'appelle, tu dis, le livre? The Two Sides of the Moon, les deux côtés de la Lune. D'accord. Ah bah voilà, Nico va faire sa commande. Alors il y a MMG7F qui nous dit c'est aussi un peu lié, on parlait du pas de tir en Algérie, c'est aussi un peu lié aux mauvaises relations diplomatiques entre la France et l'Algérie pour le pas de tir. Oui. J'en parle justement dans la vidéo du fait que en fait, la France a libéré l'Algérie en 62, mais que le pas de tir a été utilisé par la France jusqu'en 67 parce qu'il y avait un accord particulier dans les accords d'Évian. Donc oui, on en parle de ça. On parle aussi des mauvaises choses qui se sont passées à Kourou, parce que il faut parler aussi des mauvaises choses. Il ne faut pas parler que du bon qu'on a. Il faut aussi savoir parler des erreurs qu'on a faites. Et à Kourou, il y en a eu quelques-unes. Mais ce sont les erreurs en plus qui font avancer les choses, hein, quand on regarde bien. Oui, c'est sûr, que ce soit du niveau sociétal ou même de l'ingénierie, suite à un crash, les erreurs, c'est important. Ouais. C'est très important. Alors, il y a quelques réactions sur le chat et quelques questions aussi. Il y a Skyflyer Aviation qui nous dit « J'ai adoré la série de vidéos sur Cassini ». Et puis, il y a MMG7F qui pose une première question et qui te demande ce qui t'a amené en fait à parler ou à créer du contenu autour du spatial spécifiquement. Alors MMG7F qui est un habitué de mes streams Twitch quand j'en fais, ces derniers temps un peu moins. Il est partout de toute façon. Moi je sais pas du tout comment elle m'est venue cette passion du spatial parce que c'était il y a tellement longtemps que je m'en souviens pas. Je sais que j'avais déjà un attrait pour ça à l'âge de 3-4 ans. Ça je m'en souviens, j'ai des souvenirs visuels parce que j'ai une mémoire très visuelle. J'ai des souvenirs visuels de ça, mais je sais pas comment ça m'est venu parce que mes parents ne s'y intéressent pas et ne s'y sont jamais intéressés. Je suspecte que ce soit Tintin. Parce que Tintin, Objectif Lune, etc. Et on avait toutes les cassettes à la maison. Mais honnêtement, j'en ai absolument aucune idée. Mais c'est quelque chose que j'ai nourri vraiment, que j'ai suivi toute ma vie. Je regardais les lancements de navettes spatiales en direct à l'époque. Je me rappelle très très bien de l'accident de Columbia en 2003. Et pourtant, j'étais jeune. J'avais un club d'astronomie au collège. Enfin, j'ai toujours gardé un peu ça en mémoire. Moi aussi, ouais, je me souviens de l'accident de Columbia. J'étais devant la télé, on se demandait ce qui se passait. Sur l'instant, on se dit, bon, c'est peut-être normal. Puis après, on se dit, non. Je me souviens encore, j'étais dans mon salon, là, il y avait ma mère, il y avait ma tante qui était là aussi, discuter. Puis je vois ça, puis j'ai dit, merde, qu'est-ce qui se passe quoi, et puis... Ouais, puis c'était un contexte particulier. On voit Gama là avec un beau costume de la NASA quand même. Hein. Ah, t'es sur ma bio, oui. Ma mère est très artiste en fait. Elle fait de la sculpture, de la peinture et des choses comme ça. Et pour le carnaval, elle m'avait fait une combi d'astronaute. Je sais pas si je peux mettre des liens dans le chat, mais je vais essayer. Oui, normalement ça doit fonctionner. Alors okay, pendant qu'on y est. Je vais faire ça. Ouais. Hop, on va faire ça et on va aussi enchaîner sur différentes photos que tu m'as envoyées, hein, où on te voit aussi, là, par exemple, faire du parapente. C'est une de tes passions ?
Oui, alors le parapente, je m'y suis mis en 2021. Depuis, j'ai uniquement une trentaine de vols, mais je commence le vol thermique. C'est quelque chose d'assez fou. Alors ça, c'est du vol 0G, ce que tu viens de mettre Ouais, à alors l'image. ça enchaîne, hein. C'est en diaporama, ça Ah oui, tourne. ah oui, c'est un diaporama, excuse-moi. Ouais. Ouais, ça, c'est le vol 0G de la semaine dernière, de jeudi dernier, on en parlera peut-être après. La semaine Et, dernière. C'est et tout oui, frais. c'est tout frais, c'est vraiment tout frais. Et du coup, ouais, je me suis mis au parapente en 2021. C'était un truc que je rêvais depuis très longtemps parce que j'ai mon brevet de parachutisme. Donc j'avais fait une PAC, en gros, j'avais Mhm. fait 12 sauts en parachute. Et en fait, j'aimais pas du tout le fait de la chute libre, en fait, le fait d'avoir le vent à 200 km/h dans la tête. Par contre, quand on était sous voile, j'adorais ça. Mhm. Et j'avais même à l'époque, parce que ça faisait des barbecues quand je sautais, je passais des fois au-dessus des barbecues et ça me faisait un micro thermique, quoi. Et je commençais à me dire, bah, en fait, le parapente, c'est ça qui est fait pour moi. C'est vraiment ça. Et du coup, bah, je me suis mis à passer mon brevet de parapente en 2021. Et c'est aussi pour ça que j'ai déménagé récemment à Annecy. C'est pour Ah. voler, quoi. Ouais, Ouais, parce c'est que le spot super. idéal en plus. Ah oui, oui, clairement. Et puis quand on aime la montagne et le parapente, c'est parfait ici, quoi. C'est Ok. parfait. Alors, on a vu aussi le vol 0G. On t'a vu dans un avion de voltige de l'EVAA, notamment en relation avec le reportage que tu as fait avec eux, avec Popov qui est venu ici au bar de la zone, Mm. qui d'ailleurs a terminé, je crois, cette semaine. Ouais, ouais, oui, oui. C'était une idée, c'était une sollicitation pour ce reportage? Ah non, c'est moi qui suis venu les voir parce que ça faisait longtemps que je les voyais en meeting, que j'adorais particulièrement leur vol. Et je me suis dit, bah, je vais produire une petite vidéo reportage. Ça a tourné en documentaire parce que vraiment c'était fascinant ce qu'ils racontaient. Voilà, on Et la je voit. voulais rien jeter. Bah, tu les as rencontrés en plus, Popov, quand il parle d'histoire de l'équipe, c'est juste parfait, quoi. Mm. Il maîtrise, en tant que commandant, il maîtrisait vraiment le sujet. Donc, quand il nous parle de l'histoire de l'EVA, c'est vraiment, vraiment parfait. Et du coup, bah, on a fait à cette occasion un petit vol, justement avec Popov. Il était en place arrière, c'était lui qui pilotait. Et on avait fait un vol à deux. Le deuxième, c'était, je sais plus si c'était Victor Laloué ou Florent Audon. Florent Audon, tu l'as eu, je crois, il Ouais. était avec toi. Ouais. Et du coup, ça s'est fait en 2021, ce petit vol. Et mémorable, très mémorable parce que j'ai adoré ça. J'ai un peu vomi à la fin, mais j'ai adoré ça. Ah bon, tu as eu le voile bleu, comme on appelle. Ah oui, 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 à la toute fin, 20 minutes, on n'avait plus de kéro, je lui dis, enfin, plus d'essence, je lui dis, c'est bon, stop, on arrête là parce que je vais vomir. Et d'ailleurs, on voit mon sac de vomi pour ceux qui ont vraiment l'œil. Si vous regardez le documentaire, les prises de vue de drone des extras, vous voyez un petit sac de vomi devant le biplace. Bah voilà, Ah bah voilà, la pizza, normal. Et ouais, et ouais. c'est l'anecdote. Alors on parlera évidemment du vol 0G. Il y a deux petites questions qui arrivent sur le chat. Joe Brable qui dit, pour compléter la question de MMG7F tout à l'heure, comment t'es venu la passion du spatial? Donc tu as déjà un petit peu répondu, peut-être Tintin. Et en question subsidiaire, puisqu'il y a des observateurs quand même dans le chat, c'est quoi ce périphérique USB gigantesque sur le bureau derrière toi? Ça? Alors si c'est Ouais. ça, c'est la manette des gaz du Thrustmaster Warthog. Puisque je fais de la simu aérienne depuis 2012-2013 à peu près. J'en ai même fait un meeting en tant que leader de la Ramex Delta virtuelle. Oui. Chose qu'on commence à reprendre. Là, on avait arrêté en 2016 pour raisons techniques, mais là, on est en train de reprendre. Donc du coup, c'est mon Thrustmaster Warthog d'amour que je chéris et qui me permet de faire de la simulation aérienne, que ce soit sur DCS, Flight Simulator, etc. Donc là, c'est juste la manette des gaz, le joystick est du côté de la caméra. Mais voilà, c'est un très très bon joystick, un peu cher, mais qui tient dans le temps. C'est lequel? C'est celui qui se sépare en deux, non? Il y a Euh, qui se sépare en deux, là, il est déjà en deux. Hein. Tu veux dire les gaz? Ouais, les gaz se séparent en deux, ouais. Ah, d'accord, ouais. Ah bah ouais, c'est celui-là, ouais. Celui pour faire du F-15, par exemple. Ouais, tout ce qui est bimoteur, c'est très bien, mais après, en monomoteur, t'as juste à lier les deux, et en fait, t'en bouges un, ça bouge les deux, tu vois. Donc Pas c'est mal. Pas mal. Du F-16, du coup. Oui, Et oui, ou du Mirage 2000 en ce qui me concerne. on souhaite la bienvenue à Groulsim qui est arrivé également, Inverse Ah, Distribution. Qui... Oui, bah les deux sont des habitués aussi. Et ben voilà, de mon donc Twitch. tout le monde se retrouve. Et question de jump seat de Martin probablement. T'as Salut, vu Martin. supporter le 0G qu'à voltige? Très bonne question. Ouais. Franchement, j'ai pas vomi du tout. J'ai pas eu une seule nausée ou quoi dans le 0G. Je crois que j'ai des images. Ah bah ouais, à volontiers. côté.
Hop, ça c'est une de mes paraboles. Alors vous allez le voir en petit quand même, mais et là je me suis dit je vais essayer de sauter au plafond et du coup vous voyez mes fesses. Attention, regardez, je saute. Hop. Et ah non, j'ai sauté trop fort. Mais c'est super agréable. C'est vraiment super agréable. Des scientifiques ont vomi parce que c'était leur 3e jour de vol, donc ils en pouvaient plus. Ah oui. Mais moi, vraiment, aucun symptôme. C'était vraiment ultra agréable. J'aurais aimé faire 8 vols, quoi. Vraiment, ça aurait été. Ça dure ça aurait combien de été temps à une peu folie. près le vol? Le vol en lui-même dure 2h30, 3h, le temps qu'on se déplace sur l'Atlantique, sur l'espace aérien un peu dégagé. Et on avait 31 paraboles de 22 secondes environ. Voilà. 22 Donc secondes, ça ah fait à ouais, peu donc près ouais, c'est quand 900 même rapide. secondes Ouais, mais ça fait à peu près 900 secondes de G-Roger, c'est super intéressant. Ouais. D'accord. Et on remercie Alloman66X qui vient d'arriver avec 32 spectateurs. Bienvenue les amis, bienvenue dans la zone. Vous avez Vincent, que vous connaissez toutes et tous, Vincent Heidelberg de Stardust qui est avec nous. Et on parle justement de son travail ce soir. Question intéressée de Joe Brable. Est-ce que tu as le 06 de Thomas Pesquet? On ne répond pas à cette question. J'ai quelques 06 intéressants, mais pas celui de Thomas Pesquet. Non. C'était lui qui pilotait l'avion ou pas? Non, pas cette fois, cette fois. Mais ce qui est intéressant, c'est que le commandant de bord était abonné à ma chaîne. Et ça, c'était assez rigolo parce qu'il est venu me voir pendant le vol, parce qu'ils sont 4 en fait. Il y en a 3 aux commandes, parce qu'il faut commander. Il y en a un qui fait le pitch, il y en a un qui fait le roll, et il y a l'autre qui fait les moteurs. En fait. Et donc ils sont 3, mais durant le vol, ils se relaient, donc avec un 4e pilote qui prend des places. Et du coup, le commandant de bord, à un moment, sort du poste et vient dans la zone 0G où j'étais en train de voler. Il m'a dit viens, je te filme et tout. Il a pris ma GoPro pendant que je faisais le con et super adorable. Loïc Bernard, il s'appelle. Super adorable et on a eu l'occasion de l'interviewer justement pour la vidéo qui sortira sur cette expérience. Donc c'était une campagne du CNES, hein, je précise. C'était pas un vol touristique, donc mon but c'était surtout de parler des expériences du CNES. Voilà. Oui. Ouais, donc du coup, tu vas faire un documentaire là-dessus qui va sortir sur ta chaîne, quoi. C'est ça, on travaille dessus. On espère pour début novembre, sinon fin novembre, ça dépend. Ah ouais, la classe quand même, nous dit Inverse Distribution. Et Sky qui nous dit, ce qui est intéressant aussi avec le travail de Vincent, c'est qu'il fait des hors-séries de grande qualité. Exemple, celui réalisé sur Ayrton Senna, qui n'a pourtant rien à voir avec... Oui. Avec l'aéro. On revient sur la partie production entre le moment où tu déclenches un projet, par exemple celui 0G, le moment où tu dérushes, donc tu récupères les séquences et tu décides de monter les choses. Est-ce que déjà tu as un plan en tête avant d'y aller en disant je vais faire ça, ça, ça et ça? Ou alors est-ce que c'est en fonction de ce que tu as tourné que tu te dis voilà comment je vais traiter mon sujet, j'organise en fait en fonction de ce que j'ai? Bah... Quand c'est des tournages un peu extérieurs comme ça, je sais jamais vraiment ce que ça va donner, mais j'ai toujours une idée en tête globale. C'est-à-dire que je me dis, bon bah en gros, je sais pas combien de temps ça durera, je me mets jamais de limite de durée, donc ça peut durer 5 comme 1 heure, mais en gros j'écris déjà un script, là pour Mérignac j'avais déjà écrit un script, avec la voix off, et en me disant, bah là je vais ajouter les interviews de machin, mais des fois, machin, l'interview elle se passe pas, ou des fois elle se passe et il raconte des choses qui partent sur un autre truc et qui sont très intéressantes, où il envoie un autre axe, et c'est ce qui fait que des fois en fait je reviens ici à Annecy et je me dis bon bah en fait je dois tout refaire le script en fait parce que on m'a dit des choses beaucoup plus riches, on est parti sur des choses beaucoup bien différentes de ce que je pensais, et c'est souvent ça en fait. Là pour le 0G à la base, ce que j'imaginais à la base, ce sera pas du tout le résultat final. Donc du coup, je sais pas encore ce que ça donnera à la fin. Je saurais, là pour le moment, j'ai juste déroché, mais je suis en train de refaire la vidéo, repenser la vidéo, parce que j'ai des interviews complètement différentes de ce que j'avais prévu, et j'ai plein complètement différentes de ce que j'avais vu. Donc on va voir. Ok. Ça Là, marche. à ce stade, par exemple, je sais pas du tout ce que ce sera. Ok, très bien. Nico, je pense que... Nico, une question. Je rappelle au chat que vous pouvez, et on vous invite à poser vos questions, puisque nous, on les relaie, on les incruste. Donc n'hésitez pas, vous avez des questions à poser à Vincent, faites-le maintenant dans le chat, et on relaie les questions, évidemment. Vas-y, Nico. Ouais, non, je dis une petite remarque sur Ayrton Senna, il faisait de l'aéromodélisme, hein, donc il y a quand même un petit côté... Ah oui, et puis j'essaie de parler un peu de mes passions dans certains hors-séries. Donc récemment, il y a eu Stargate, donc aucun rapport, si un petit peu avec l'espace. Et puis oui, il y a eu Ayrton Senna. J'ai parlé aussi de gens qui partaient en bateau dans l'Arctique, qui faisaient des expéditions, donc
Ah, j'ai toujours tout le temps son nom en tête, mais là je l'ai plus. Donc les grandes expéditions de l'Arctique et de l'Antarctique qui datent d'il y a plusieurs siècles. Et c'est toujours intéressant aussi de parler de ça parce que dans tous les cas, ça reste de l'exploration. Même la F1, même le sport automobile, ça reste de l'exploration en quelque sorte. C'est toujours des histoires humaines et c'est ça que j'essaye de mettre en avant. Ouais. D'accord. Alors, il y a des questions dans le chat qui ne sont pas du tout aéronautiques, puisqu'on demande comment s'appelle le chien. Ah, mon chien s'appelle Kibo. C'est une référence spatiale puisque Kibo c'est le laboratoire japonais à bord de l'ISS. Et donc Kibo c'est un petit Golden Retriever, il a 4 ans et il apparaît dans certaines des vidéos, si vous l'avez vu notamment chez Defecator quand on avait fait une vidéo ensemble. Et donc il était bébé à l'époque. Et du coup voilà, c'est mon petit Golden, c'est la mascotte de la chaîne. Et ben voilà, c'est ce que j'allais dire, la mascotte, et en plus, elle est connue, puisqu'il y a pas mal de gens dans le chat qui le connaissaient, qui ont lancé le nom tout de suite. Donc il y a des fans. Il y a des fans. Et fun fact, je lui ai acheté un harnais de parapente sur mesure pour qu'il vole avec moi. Voilà. Mais c'est pas encore fait. Oh. Mais là, je l'entraîne. Reportage bientôt. Oh, bah oui, évidemment, ça sera documenté. Un Kibo volant. Qu'est-ce que ça donne? C'est Tara pour l'exploration dans l'Arctique, nous dit Fabien. Non, je l'ai retrouvé, c'est Shackleton. Shackleton. C'est Shackleton, voilà, qui a donné son nom à un cratère lunaire très connu dans le pôle sud. Shackleton. C'est dans ma tête. J'avais fait une vidéo sur Shackleton. Ouais. Ok. Ouais. Et aussi le Polar Star aussi, qui est plus aviation, où il y avait donc le Polar Star, c'était une des premières tentatives de traverser l'Antarctique en avion, qui a été une sacrée expédition, mais ils ont complètement foiré, mais c'était une sacrée expédition. D'ailleurs, je vous la conseille si vous connaissez pas l'histoire du Polar Star, c'est une histoire folle, complètement folle. Voilà. Ok. Très bien, ben voilà, on a des infos. Alors, on voit derrière toi ton studio. Alors, évidemment, je pense que vous allez parler dans un instant de maquette avec Nico, parce qu'il y en a beaucoup qui sont suspendus. Et tu disais tout à l'heure que tu as dans ton studio une partie, on va dire, un peu spatiale, une partie un peu aviation, qui te permet de travailler sur les deux facettes, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai un fond aviation. Bon, là, il est encore en cours de refaisage, entre guillemets, parce que j'ai déménagé très, très récemment. Donc, un fond aviation qui me sert pour mes facecam aviation. Donc, on voit les maquettes suspendues. Alors, elles sont pas toutes là encore. Il y a quelques patchs. Il y a un patch de vol parabolique qui est là. Il y a des patchs DGA, un peu de tout. Quelques posters, notamment de 800 tonnes, qui est un mec qui fait des posters incroyables que je recommande aussi. Et de ce côté-là, mais vous le voyez pas, je peux pas bouger la caméra, c'est le côté espace où là vous avez mes maquettes, pareil, des meubles, pareil, avec des bouquins, des magazines, etc. Et c'est un truc, moi je suis absolument fan de maquettes depuis tout petit. Je suis pas du tout fan de Lego, je suis vraiment team maquette. Et du coup, je fais tout le temps des maquettes et je m'en sers pour mon décor parce que c'est super joli les maquettes. Voilà. Et ben voilà, ça va faire un point commun quand Nico va lancer Zone Aéro Mini Zinc, comme ça vous pourrez parler maquette. Il y a MMJ7F qui demande, tu as répondu peut-être un peu à la question, est-ce que tu as le Lego du Concorde qui est sorti il n'y a pas très longtemps? Non, mais si tu regardes bien, alors je vais essayer de cadrer ici bien avec mon doigt, ici là tu as un Concorde qui fait exactement la même taille mais qui coûte genre 4 fois moins cher que la Lego. Qui est ici, et donc je recommande aussi le Concorde, je crois que c'est LR qui le fait, et il est gigantesque, il est magnifique, il est très facile à faire puisque un Concorde c'est blanc, donc niveau peinture ça va, c'est easy. Et du coup, ça vous coûtera bien moins cher que les Lego. Moi, je suis plus Team Concorde. D'accord. Team Maquette, pardon. Mais oui, j'ai aucun Lego à la maison, quel que soit le thème. J'ai aucun Lego. Ok. Question de Joe Brable. Quelle chaîne spatiale en français conseilles-tu de suivre autre que Stardust? Alors des chaînes spatiales françaises, il y en a un paquet maintenant, parce que quand je me suis lancé, on était 3 grosso modo. Et le truc c'est que j'en regarde pas beaucoup parce que déjà pour éviter de me faire influencer entre guillemets sur le traitement d'un sujet si on traite le même sujet, mais aussi parce que j'aime bien regarder des sujets auxquels je m'intéresse pas forcément à la base, genre là hier soir je regardais un truc sur Napoléon, voilà, l'histoire autour de Napoléon, aucun rapport. Donc des chaînes spatiales que je conseille, évidemment les copains genre Hugo Lisoire qui fait de l'actualité spatiale, excellent gars, excellentes analyses. Après, le reste, c'est plus sur Twitch avec Whitney, Space Explorer W.
que je recommande très fortement, très 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 fortement. Puis ouais, grosso modo, Oui, c'est on les l'avait deux vu à chaînes tes que je côtés recommanderais le sur le Bourget notamment. mieux. Oui, chez Jumpseat, justement. Il me semble qu'elle était sur le plateau lors de Jumpseat, puisqu'elle a fait beaucoup de jours avec Jumpseat au Bourget, me semble-t-il. Whitney, qui est une personne adorable et que je conseille de suivre fortement sur Twitch. Elle fait les couvertures de live avec brio et expertise. Est-ce que tu connais aussi, il y a des streamers qui font ça chez POC Science, le collectif, Je les où il y connais a un pas peu du de tout. spatial. Pas du tout? Je les connais pas du tout. Non. D'accord. Non. Ok. Elle fait des interviews pour Jumpseat en effet, ouais, nous confirme Fabien. Et J'ai cliqué. oui. Mhm. Je pense qu'ils existent, mais les ovnis, non. Est-ce que je crois aux objets volants non identifiés en eux-mêmes? Oui. Puisque des objets volants qu'on ne sait pas ce que c'est, oui, évidemment, il y en a partout. Puisqu'on sait, on n'a pas tous la culture pour savoir tout ce qui vole. Donc oui, des ovnis, oui. Des soucoupes volantes, non. Par contre, je pense que les extraterrestres existent, mais qui ne nous ont pas visités, qui sont trop loin, paradoxe de Fermi pour ceux qui connaissent. Donc voilà ma position sur le sujet. Après, bon, s'ils viennent nous visiter, tant mieux, on aura plein de choses à en apprendre, et ça remettra pas mal de choses en place côté idéologie politique, religieuse, sociétale, etc. Peut-être, je sais pas. Ce sera un bon débat philosophique en vrai, l'arrivée des extraterrestres. Qu'est-ce que ça changerait chez nous? Hmm. Ouais, mais tout est tellement grand. Hmm. Mais tout est tellement grand. Par contre, Nico, Bon, on t'entend pas apparemment, Nico, on visiblement dans le t'entend chat. pas. Hein. Je sais pas pourquoi, mais le chat dit Moi, je qu'ils t'entends, t'entendent pas. mais on va voir. Alors ça va être compliqué parce qu'en plus, nous, il y a une grosse averse là. Il y a de l'orage au-dessus, à fond là. Oui, moi je t'entends, oui. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, je t'entendais déjà. Donc apparemment, on entend Vincent, on n'entend pas Nico. Je sais pas pourquoi. Ouais, en fait, ouais, mais en fait, tu dois passer par mon micro à moi, donc je sais pas pourquoi ça fait ça en fait. Et là, vas-y, Nico. Est-ce que là vous l'entendez? Ouais, le son, moi c'est un enfer pour moi là. Il y a un orage au-dessus là. Les dieux se déchaînent. Alors, je répète ta question. Donc, tu voyais Apollo 13, tu me disais, tu me parlais donc de films, et tu me demandes donc de lister les films spatiaux. Il y en a un paquet en vrai, hein. Même des très peu connus. Du côté russe, on a Gagarin First in Space et The Space Walker, qui sont deux films plutôt pas mal. The Space Walker est un film excellent, un film russe excellent. Parce que les autres produits récemment sur l'espace sont plus commandés par le régime russe, donc c'est un peu, voilà, niveau historique, c'est un peu plus propagande, voilà. On a L'étoffe des héros, évidemment, le film basé sur le livre de Tom Wolfe, mais qui là aussi était plus ou moins riganien, donc ça aussi, faut savoir trier le bon grain de livret. Après, comme film spatiaux, il y en a un paquet. Au niveau des blockbusters, on a eu Interstellar, Gravity, Seul sur Mars, Ad Astra, Moonfall récemment, qui est une purge absolue. Non, mais vraiment. Mais Seul sur Mars, par exemple, est un de mes films préférés spatiaux. Et très très récemment sur Prime, il y en a un qui est sorti, je crois, le nom français c'est Plus tard j'irai vers les étoiles, un truc comme ça, qui est une histoire vraie d'un astronaute absolument pas connu, qui s'appelle José Hernandez,
qui est excellent. Ce film est absolument excellent. Et ça raconte l'histoire de ce mec qui est immigré mexicain, qui arrive aux États-Unis et qui, avec sa famille, va travailler dans les plantations de maïs et qui, plus tard, rêve de devenir astronaute et va y arriver après, je crois, 5 ou 6 tentatives de candidature. Et du coup, il va tout donner, il va vraiment tout donner pour entrer à la NASA. Et il va finir astronaute, il va faire un vol spatial vers la Station spatiale internationale. C'est un film excellent, très respectueux de la réalité, même si c'est pas ça qui fait un bon film. Hein. Genre Seul sur Mars, c'est pas forcément ultra réaliste. Mais voilà, des films spatiaux, il en sort quand même des très très bons. Et de temps en temps, j'en parle un peu sur ma chaîne, sur un format qui s'appelle Stardust Ciné, où je joue le rôle d'un personnage très aigri qui va chercher la petite... un peu comme Michel et Michel sur Allociné, là, on va chercher les petits problèmes scientifiques qu'il y a dans les films. Mais par exemple, Gravity, j'ai adoré, quoi. Gravity, en 3D, c'était incroyable au cinéma, c'était une expérience de fou. Seul sur Mars, encore une fois, une tuerie. Le dernier film que je viens de citer sur Prime, ouais, non, les films spatiaux, il y en a une pelletée quand même. Je trouve qu'il y a plus de films spatiaux que de films d'aviation. En tout cas, de bons films d'aviation. Oui, l'étoffe des héros, oui, l'étoffe des héros, c'est les deux. C'est aviation et espace, ouais. Le film Apollo 13 de Ron Howard, tu me demandes, bah écoute, ouais, moi je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je sais qu'ils ont fait des séquences d'ailleurs en avion 0G. Donc très réaliste. Et ce que j'aime bien, c'est plutôt la suite de l'histoire, entre guillemets. Pas la suite de l'histoire d'Apollo 13, mais la suite ce qu'il y a eu après le film, puisque après le film, Tom Hanks et Steven Spielberg se sont réunis, ils se sont dit c'est quand même bien l'épopée Apollo, on a des consultants super sympas, peut-être qu'on pourrait faire une série. Et ils ont fait une série qui a été diffusée sur HBO, elle est encore trouvable, je pense, sur Prime ou je sais pas où, qui s'appelle De la Terre à la Lune, From the Earth to the Moon, avec un casting excellent. Vous avez genre Jethro Gibbs de NCIS. Bon, à l'époque, c'était pas lui. Vous avez Bryan Cranston qui a joué ensuite dans Malcolm, Breaking Bad, etc. Vous avez un casting de dingue, absolument de dingue. Ils ont réutilisé les capsules et certains décors d'Apollo 13, donc du coup, ils avaient quand même, avec un bon budget, ils ont réussi à faire des choses assez incroyables. Et ça raconte toute l'histoire d'Apollo, des débuts d'Apollo jusqu'à Apollo 17. Donc, toutes les missions Apollo, les unes après les autres, avec les acteurs qui rejouent la chose, mais aussi avec Tom Hanks qui, au début, à chaque fois, résume l'épisode qui va se passer. C'est pas documentaire, c'est vraiment fiction, c'est docu-fiction, on va dire, et c'est vraiment, vraiment, vraiment excellent. Voilà, donc je confirme. Au départ, tu connaissais pas cette série-là quand elle est sortie. Je répète ce que tu dis parce que vu qu'on t'entend pas. Oui, bah oui, oui. Oui, c'est l'orage. Fallait que ça tombe sur moi. Tu t'es dit ouais, tu t'es dit: «On va voir la mission à chaque fois». Ouais, donc tu pensais grosso modo que sur cette mission, enfin qu'ils allaient faire un épisode par mission, mais que ça allait être, stricto sensu, ouais, qu'on allait voir que les astronautes et rien de ce qui se passe derrière. Ouais, c'est ça? Ouais, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe à côté, oui, ce qui se passe derrière, dans les coulisses aussi, les discussions, ouais, c'est ça. Mmh. C'est vrai qu'il y a un épisode complet sur la conception du LEM, qui est un des meilleurs épisodes qui s'appelle Spider, qui est donc, autour de la mission Apollo 9, qui est absolument en plus, rigoureux. Ça, c'est fou parce que c'est vraiment rigoureux. Ils sont allés chercher des noms d'ingénieurs absolument obscurs, pour refaire un peu cette histoire. Cette histoire, elle est vraiment incroyable et la mise en scène est très cool parce que le lancement d'Apollo 9 dans cet épisode, je sais pas si tu te souviens,
c'est la caméra est dans le LEM, c'est-à-dire qu'elle n'est pas avec les astronautes qui sont dans le module de commande. La caméra, elle est dans le module lunaire, et donc on voit le module lunaire qui vibre comme ça au décollage, et à l'arrivée en orbite, plus rien ne vibre, et on voit juste un écrou qui se soulève comme ça pour montrer qu'on est en apesanteur. Mais et du coup, on a le décollage du point de vue du LEM, du module lunaire, complètement vide. Non, mais vraiment, ouais, en effet, cette série de la Terre à la Lune a des idées comme ça qui est vraiment cool. C'est un truc que j'ai retrouvé aussi sur First Man. Je sais pas si tu l'as vu, First Man. Moi, je l'ai pas aimé du tout, First Man, mais parce que il chie sur l'histoire, mais bon, peu importe. Il y a un moment quand même qui est intéressant qu'ils auraient dû un peu plus développer. C'est au moment du décollage d'Apollo 11, me semble-t-il. Il montre la foule en Floride, mais il montre aussi le contexte général du fait qu'il y avait les droits civiques à ce moment-là, et il y avait un chant qui était assez connu des militants pour les droits civiques. Alors, j'ai pas les paroles exactes en tête, mais je paraphrase. En gros, c'est nous, on meurt, on se fait tabasser, et pendant ce temps-là, l'homme blanc va vers la Lune. Et il y a cette chanson qui se lance pendant ce temps, et j'ai trouvé ça super intéressant. Malheureusement, ultra survolé. Ils auraient dû y aller un petit peu plus. Moi, j'en ai parlé un peu plus pour Apollo 8. Mais c'est vrai que c'est intéressant de remettre les choses dans leur contexte. Je passe beaucoup de temps d'ailleurs dans mes vidéos à mettre les choses dans leur contexte. Ouais. Oui, c'est important. Alors, ça, c'est intéressant que tu en parles. Alors là, il dit grosso modo qu'il y avait un entraînement sur la géologie dans un épisode, donc c'est l'épisode Apollo 15, où ils ont dédié complètement un épisode à l'apprentissage de la géologie par les astronautes, avec Farouk Elbaz, qui est donc, je sais pas si tu t'en souviens, c'est un espèce de geek pour l'époque, un geek à lunettes, qui est complètement fou. Il fait: «Voici mon cerveau», il montre la Lune en grand comme ça. Et ben, sache que cette personne existait réellement. J'ai eu la chance de l'interviewer en début d'année. J'ai pas encore sorti la vidéo, parce que j'essaie d'en faire un truc vraiment bien sur la géologie lunaire, etc. Mais c'est cet épisode qui m'a fait connaître le personnage de Farouk Elbaz, et je l'ai tapé sur Google, j'ai vu: «Oh, il est encore en vie, il faut que je contacte et tout», et j'ai eu l'occasion de discuter avec lui, une personne incroyable qui est vraiment comme dans l'épisode, vraiment complètement taré, et il expliquait que comme on le voit dans la série, bah, le gars, en fait, il avait pris des photos de Lunar Orbiter, une sonde qui tournait autour de la Lune. Il les avait fait imprimer en gigantesque. Il avait fait une pile comme ça de photos imprimées, gigantesques. Il les avait portées comme ça jusqu'à Washington, au QG de la NASA. Et il avait réservé une salle pour les étaler et faire une carte de la Lune gigantesque pour les astronautes. Et non, mais c'est fascinant, c'est fascinant. Le gars s'est donné à fond, quoi, pour éduquer les astronautes à la géologie, et les passionner, en fait, pour ça, au final. C'est ça qui est bien dans cette série, en fait, c'est qu'on Ouais, c'est ça qui est bien dans cette série. pas compte de ce qui se passait à côté. Il y C'est avait ça, on se rendait pas compte de ce qui se passe à côté, ouais. sur la vie des femmes des astronautes aussi. C'est exact, il y a un épisode complet sur la vie des astronautes, des femmes des astronautes, des ouais. femmes d'astronautes, Des femmes pardon. d'astronautes, en effet. Ouais. Et ça aussi, c'est un truc qui a été montré un peu moins bien dans L'étoffe des héros, la série qui est sortie récemment sur Disney+. Ça a fait qu'une saison, ça n'a pas été renouvelé malheureusement, parce qu'ils allaient taper dans le truc le plus intéressant. Et un peu trop mal montré dans cette série-là, qu'ils ont essayé de montrer vite fait dans For All Mankind, mais For All Mankind pour moi est une insulte à l'histoire, parce que il change complètement, enfin c'est une très longue histoire For All Mankind, et c'est un truc qui est pas assez montré aussi, ouais, c'est comment en fait les familles vivaient cet investissement. Ils l'ont bien montré aussi dans le film dont je te parlais récemment sur Prime Video, Quand je serai grand, j'irai vers les étoiles, Oui. où la femme de José Hernandez est à fond pour lui dire vas-y, tu vas y arriver. Et elle le soutient, ouais. Ouais, alors que sa famille, à lui, ses parents disent bah non, tu n'y arriveras pas. Voilà. Sa prof lui dit vas-y, tu vas y arriver. Et le truc, c'est que en fait, lui, une fois qu'il arrive à la NASA, les entraînements, il revient, il est crevé, il repart tôt le matin, il voit plus sa femme, il voit plus son gosse, et là du coup tu vois à quel point c'est compliqué, même après Apollo, parce que déjà Apollo c'est un sacrifice, mais après Apollo, encore aujourd'hui, pour un astronaute, la vie de famille c'est extrêmement compliqué, et c'est un truc qu'on retrouve aussi chez d'autres personnes que les astronautes.
je peux parler notamment d'une vidéo que j'avais faite sur le Mission Control de la NASA, où j'avais interviewé des directeurs de vol, notamment le directeur de vol lors d'Apollo 13 et certains autres contrôleurs de vol qui expliquent que, grosso modo, ils n'ont pas vu leur famille pendant cette époque-là. Pendant toutes les années 60, ils n'ont pas vu leur gosse grandir, en fait. Bah oui, Kennedy, il avait donné une échéance assez courte quand même pour aller sur la Lune. Au moment où il a fait son discours, il venait à peine de, entre guillemets, contrôler le fait d'envoyer un homme autour de la Terre, c'est tout, quoi. C'est ça. Je ne sais pas si je dois le répéter pour le chat. Ah non, le son est parfait visiblement, donc c'est bon. J'ai plus à répéter ce que tu dis. Tu t'exprimes mieux que moi. On était en train de parler, donc si vous m'entendez mieux, on était en train de parler d'une série qui s'appelle De la Terre à la Lune, de Tom Hanks, et donc que je conseille, qui est vendu en DVD, forcément, en Blu-ray, forcément aussi. Et voilà, si vous voulez savoir un peu les missions Apollo, alors pas forcément ce qui s'est passé dans les capsules ou sur la Lune exactement, mais surtout les à côté, ce qu'on se rend pas compte en fait. Les à côté de ces missions-là, Apollo, c'est vraiment extraordinaire, une série extraordinaire à voir, quoi. Ouais, le casting est fou, il y a de l'humour, il y a de l'émotion, on est vraiment plongé dedans. Vraiment, pour moi, c'est quasiment la réalité, quoi. C'est très, 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 très fidèle. Même dans les conversations, ils ont refait les communications Houston capsule ou autre, et c'est vraiment bien fait, quoi. Et il y a beaucoup, beaucoup d'émotions, notamment sur l'épisode sur Apollo 1, évidemment, où il y a eu l'incendie. Où il y a Frank Borman, on le voit, je pense que tu t'en souviens, l'épisode d'Apollo 1, où il y a cet incendie dans la capsule, donc les 3 astronautes sont morts, et le Congrès fait donc une enquête, et ils font des auditions au Congrès pour dire est-ce qu'on continue ou pas, sachant qu'on a perdu 3 mecs. Et on a Frank Borman, futur astronaute d'Apollo, qui vient entre guillemets à la barre pour témoigner et qui nous fait un laïus comme as pour dire c'est notre métier, on est préparé à ça, etc. C'est des anciens pilotes d'essai, en même temps ils savent ce qu'ils disent. Et ça aussi c'est factuellement vrai, c'est impressionnant. Et ils rendent vraiment hommage à ceux qui ont fait cette épopée, et j'en voudrais plus des séries comme ça, et merci beaucoup Tom Hanks pour avoir fait ça, parce que c'est fameux, quoi. C'est fameux. Après, j'avais une autre question là sur parce que bon, on a parlé de ta manette des gaz là sur le côté là. Est-ce qu'il y a des bons simulateurs d'espace? Je sais pas, pour contrôler, je sais pas, essayer de simuler comme si on était dans le LEM, comme si on était dans la navette spatiale. Ça dépend de ton niveau en mécanique orbitale. En gros, il y a des trucs plutôt faciles et des trucs moins faciles. Déjà, le plus facile, on va dire, pour apprendre et comprendre les choses, le plus didactique, le plus pédagogique, ça reste Kerbal Space Program, qui est quand même très connu. Après, si tu es vraiment un très gros geek des manuels de vol, il faut plutôt taper dans Re-entry, comme rentrée en rentrée atmosphérique en anglais. Re-entry, qui est donc grosso modo, tu es tout seul dans une capsule Apollo ou Mercury ou Gemini ou dans le LEM, tu dois décoller déjà. En fait, il faut que tu respectes toute la checklist à l'exact que tu dois connaître, parce que il n'y a rien pour t'aider, grosso modo. T'es en cold, en cold start, tu vois. Et t'as les mecs qui te gueulent dans la radio, et tu dois décoller, tu dois te mettre en orbite, tu dois y arriver. Pour info, moi j'ai jamais réussi. Ma fusée, je sais pas pourquoi ma Saturn V explose à chaque fois, alors que tu la contrôles pas, normalement tu es censé appuyer sur des boutons, mais ça explose. Et puis si tu es aussi un geek dans ce genre-là, mais plus, on va dire, moins dans l'appuyage de boutons et plus dans le calcul de trajectoire et autres, là c'est plus Orbiter qui est une référence, on va dire, de la simulation poussée spatiale, ce qui est l'équivalent grosso modo d'un X-Plane ou d'un Flight Simulator, mais spatial, et vraiment très 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 vénère par contre, parce qu'il y a de la mécanique orbitale, donc niveau calcul c'est assez violent, mais il y en a qui aiment ça. Moi c'est pas mon truc, mais il y en a qui aiment ça, et du coup je leur conseille Orbiter aussi. Qui lui vous permet d'avoir n'importe quel avion. Il fait aussi de l'aéro, je crois, Orbiter. Il fait n'importe quel avion spatial, avion, fusée, etc. Vous pouvez importer des modèles, vous pouvez recréer des vols. Je sais que Technique Spatiale, que je conseille d'ailleurs, c'est vrai que je n'ai pas conseillé Technique Spatiale sur YouTube. La chaîne Technique Spatiale a récemment fait une vidéo où en fait il avait utilisé une archive de vue cockpit d'une capsule vide de la NASA lors d'un vol de test. Je crois que c'était SA5. Et en fait, du coup, il a une partie de l'écran où c'est l'image du cockpit réel,
et une partie où tu as la recréation sur Orbiter. Et en fait, il a mis les paramètres du vol dans Orbiter, dans le simulateur, qui a recréé, un peu comme une boîte main, on recrée le vol. Bah là, c'est la même chose. D'accord. Et c'est super intéressant parce qu'il commente les choses. Il dit, bah voyez ce bouton, ça sert à ça. Là, il y a ce voyant qui s'allume parce que ça. Et c'est super intéressant. D'accord. Donc, désolé pour MMG qui est comme ça à fond à chercher les liens pour mettre dans le chat tout ce que je dis, mais On voit mais, ça, ouais, je vois ça. mais voilà. Et, Après, en simulateur de vol, évidemment, bah, il y en a plein aussi, hein. DCS, Ouais. Flight Simulator, X-Plane. Ouais, après. Alors, Orbiter, là, par exemple, ça peut être aussi un simulateur pour envoyer des satellites ou des sondes sur des. Je vois, c'était Cassini, la sonde, là, sur l'astéroïde? Non? Rosetta. Comment son- Rosetta sur la comète. Rosetta, ouais, voilà. Est-ce que la ça, mission c'est Rosetta. possible aussi? Est-ce qu'il y a des C'est simulateurs comme ça? C'est une bonne question. Je sais qu'en tout cas, l'orbite de la Terre et l'orbite de la Lune sont présents. Je ne sais pas s'il y a le plus, parce que honnêtement, Orbiter, j'ai essayé, je me suis ramassé, donc je ne saurais pas dire. Merci le Luxo qui offre 5 mois d'abonnement, 5 abonnements, pardon. Je fais les alertes, ça y est. Vas-y, ouais, bah oui, remplace Seb. Ça va mieux, Le Seb, pauvre d'ailleurs? Seb. Il est plus là, le pauvre Ça Seb. pleut toujours? Ah oui, toujours, oui. Ouais, derrière. Waouh! Oh, la gueule du métard. Ouais, donc on parlait simulateurs, là, donc ouais, apparemment il y a des belles choses, quoi. Faut être un peu à crack, hein, faut vraiment être passionné, je pense, hein. C'est pas comme les simulateurs de vol où là, bon, bah, on peut se permettre de tirer sur le manche, de pousser sur le manche, et puis c'est tout, quoi. Ça dépend, ça dépend comment tu le joues, en fait. C'est comme le modélisme. Le modélisme, tu peux passer 10 minutes sur une toute petite maquette et la finir et elle sera pas forcément géniale. Ou y passer 2 ans, elle sera incroyable, elle aura un weathering magnifique et tout. Mais tu auras passé 3 ans. Donc voilà. Là c'est pareil avec le simulateur. Si tu passes beaucoup de temps sur le manuel de vol du MiG-21, par exemple, bah, tu vas être un crack du MiG-21, alors que quelqu'un comme moi qui vole plus côté Mirage 2000 ou A320 ou des choses comme ça, bah, je vais arriver dans le MiG-21, je vais faire c'est quoi tous ces boutons, il n'y a pas de glass cockpit, il est où le GPS, quoi. Grosso modo, c'est ça, quoi. Donc ouais, ça dépend le temps que tu mets, comme tout, hein. C'est comme tout, en fait. Ça dépend de ton Ouais, temps. c'est comme ça s'apprend, oui, faut s'intéresser. C'est une question Alors, d'application. Alors je vais voir, est-ce qu'il y a des questions dans le chat, du coup? Alors, moi, je vois une question de MMG en termes de site web. Tu veux que je la lise pour toi, Seb, ou ça va? Ouais. Ouais. Ça va mieux que tout à l'heure, quand même, en audio. Ouais, Alors très honnêtement, je suis pas des sites spécialisés. Par contre, je suis abonné à un magazine que je push beaucoup parce que c'est des amis et que malheureusement ils en font pas leur beurre, et ils reviennent à peine sur leurs investissements, donc c'est un peu compliqué pour eux. C'est le magazine Espace et Exploration, qui est un excellent magazine pour que ce soit l'actu, les dossiers, etc., qui est le magazine de Marie-Ange Sanguy, qui est produit en France. Et Espace et Exploration, alors, je crois que c'est bimensuel, me semble-t-il, enfin, je sais plus comment, 2 fois par mois, je crois. Et c'est vraiment excellent parce que ils vont vraiment dans le truc, quoi. Ils vont vraiment faire des dossiers vraiment intéressants. Après, en actualité spatiale sur YouTube, il y a Hugo Lisoire, évidemment. Mais moi, je cherche toujours des choses qui sont un peu dénuées de parti pris pro SpaceX. Pour ceux qui me connaissent, vous comprenez pourquoi. Donc forcément, je reste sur des trucs assez poussés comme Hugo Lisoire ou Espace Exploration, ouais, principalement. Est-ce qu'il y a une chaîne directe, parce que je me souviens, quand j'étais aux États-Unis, à la télé, il y avait une chaîne directe de la NASA. Est-ce que ça existe encore? Est-ce qu'on peut trouver ça sur le web? Ouais, on voit directement ce qui se passe à la NASA, quoi. La NASA a même 3 chaînes YouTube. 3 chaînes YouTube officielles. Il y a NASA TV, qui existait déjà il y a plus de 20 ans, qui existe toujours, qui est excellente. Il y a NASA TV Média, qui est exactement la même chose, mais pour nous les médias, c'est-à-dire que quand on retransmet leur lancement, parce qu'on a les droits, hein, je le fais donc, on n'a pas les commentaires
D'accord. américain. Donc, du coup, on a juste le son de la fusée, les choses comme ça. Ouais. Et puis, et les communications. Et tu as aussi, sur le site de la NASA, le live officiel de la Station Spatiale Internationale, où tu peux switcher entre les vues. Tu as plusieurs live streams, en fait. Tu as plusieurs streams et tu peux avoir plusieurs webcams qui filment H24 les vues de la Terre depuis la Station Spatiale Internationale. Donc, c'est une webcam tout le temps ouverte qui est super intéressante. Et alors, je ne l'ai pas comme ça, j'ai pas le nom comme ça, mais je sais qu'il y a aussi une webcam dans la salle blanche du Jet Propulsion Laboratory à Pasadena, où en fait, tu as une webcam qui filme donc la salle blanche où sont construits les satellites et les sondes. Et tu peux voir les ingénieurs travailler dessus en direct, etc. Donc ça, c'est intéressant aussi. Voilà. Ah bah oui, donc avec les images de la NASA qui filment la Terre, un proche, un beau mur blanc, on projette en images comme ça sur le mur, on pourrait se croire aussi soi-même chez soi, dans la navette, j'allais dire dans la navette, c'est parce que je suis vieux, moi. Moi, c'était ma station spatiale de l'époque. Moi, c'était ma préférée. Je l'ai fait voler en 0G d'ailleurs. C'était un concept intéressant, hein, cette navette, cette forme d'avion, de planeur, enfin de plane. Non, mais c'est magique. Et on la voit dans des feuilletons des années 70, comme dans L'homme qui volait 3 milliards, par exemple. Aussi dans Moonraker. Et dans Moonraker aussi, dans les 007. On le voit dans Y a-t-il enfin un pilote dans l'avion Y a-t-il un pilote dans l'avion 2, du coup, où il y a la navette. Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood, je crois? Je ne sais plus lequel. Oui, il y avait William Shatner, en effet, qui jouait le commandant de la base lunaire sur Y a-t-il un pilote dans l'avion 2. Il y avait les portes, et puis c'est lui qui faisait... Oui. Ah oui, c'est vrai. Et puis les machines qui font bloup bloup derrière. C'est nimp. Non mais c'est génial. La porte elle s'ouvrait, puis c'est lui qui faisait le bruit de la porte. Ah ouais, les souvenirs qui me reviennent là d'un coup, c'est choc mental. Et puis la navette, on la voit aussi on la voit dans Stargate, premier épisode de la saison 2. On la voit dans Moonfall, même si les navettes n'existent plus parce que c'est une aberration. On la voit dans Gravity, 2013. Non, mais la navette, c'est absolument iconique. C'est sur le logo de ma chaîne maintenant, donc c'est mon véhicule spatial préféré, la navette. C'est magnifique. C'est un planeur qui va dans l'espace, c'est génial, quoi. Pas un planeur. Vu la finesse. Voilà. Après, bon, c'est vrai que maintenant c'est ça. Il y a les fusées qui reviennent maintenant. Hein, on les voit se poser un peu à l'envers là. C'est assez impressionnant aussi, hein, une fusée là qui revient debout là avec son réacteur là, puis qui se pose comme ça, on voit les pieds qui sortent et puis que ça se pose comme. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est pas une des plus grosses innovations finalement de ces dernières années, le retour des lanceurs? Pas selon moi. Pas selon moi, parce que déjà, c'est une technologie qu'on maîtrisait déjà depuis début des années 90. La NASA et Northrop, me semble-t-il, avaient fait les premiers atterrissages comme ça, rétropropulsés sur Terre, avec un engin qui s'appelait le DC-X. DC-X. Et on trouve encore sur YouTube les mêmes vidéos que vous voyez aujourd'hui avec le Starship, avec ce qu'ils appellent maintenant le belly flop, mais à l'époque c'était turnover ou je sais plus comment, où ça tombe comme ça, la fusée est à l'horizontale et puis elle se remet à la verticale au dernier moment avant de poser. Donc ça, c'est un truc qui a déjà 30 ans en fait. La joie de SpaceX, c'est qu'ils inventent des choses qui existent déjà, donc du coup on croit que c'est nouveau, mais en fait ça l'est pas tellement. Et en vrai, ça apporte pas beaucoup de choses par rapport aux fusées traditionnelles, parce que pour le moment, on n'a pas eu la preuve de rentabilité de la chose. On n'a pas les chiffres de SpaceX, et SpaceX est toujours en train de demander de l'argent, donc on se demande si vraiment la réutilisation est rentable. Pour le moment, on n'a aucune preuve financière de la chose, donc ça se trouve, c'est pas rentable. La navette, à l'époque, on pensait qu'elle allait rendre le vol spatial à 20 millions de dollars par vol. Au final, c'était quasiment 1,5 milliard de dollars par vol. Donc c'était un gros flop économique, alors que la réutilisation, quoi. Donc la réutilisation, on n'est pas sûr. C'est spectaculaire, mais qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte le fait que les fusées sont moins puissantes parce qu'elles doivent garder du carburant pour revenir et se poser. Donc des fois, SpaceX ne récupère pas les étages parce que sinon la fusée n'aurait pas assez de puissance pour mettre en orbite ce qu'ils veulent. Genre Psyche, il me semble,
Psyché, là, le dernier lancement qu'il y a eu la semaine dernière, il me semble que seuls les boosters latéraux sont revenus, mais pas le central, il me semble. Mais des fois, voilà, ils ditchent comme ça les étages. Donc pour moi, c'est pas vraiment une innovation. Je dirais que c'est plus une pirouette, et ouais, si ça leur permet de moins bosser sur de nouveaux boosters, tant mieux, mais en vrai, moi, je suis ça pas fait plus partie que de la ça com impressionné. peut-être. C'est Ah, pas ça une joue à la innovation, com, c'est un développement en fait, un peu comme les premiers avions hein, en bois étoile, c'était de l'innovation et après c'était du développement. Hein, donc le Ouais, mais principe est le même. là, c'est surtout un parti pris aussi de technique, mais il y a aussi beaucoup de spectacles là-dedans. Blue Origin le fait aussi. Hein. D'ailleurs, Blue Origin l'ont fait avant SpaceX. Blue Origin côté Amazon l'ont fait avant SpaceX. Et c'est vrai que bon, Blue Origin, eux, ça leur sert parce qu'ils aiment pas vraiment construire les boosters, ils préfèrent les réutiliser. Donc eux, ça leur sert vraiment. SpaceX, ça leur sert pas grand-chose en fait au final. Ils pourraient très bien reconstruire. Ils auraient quand même besoin. En fait, le prix de la fusée est tellement anecdotique sur le prix du lancement total et etc. que ça va pas faire baisser les prix. La preuve, c'est que SpaceX avait dit la réutilisation fera baisser les prix de 40%. Aujourd'hui, c'est complètement faux. T'as 10 millions de moins grand max sur un coût de lancement, mais ça reste. C'est pas énorme. Sur un coût de lancement, c'est que dalle. Et en vrai, les clients, le prix du lancement, c'est vraiment la chose la plus anecdotique qui soit, quoi. Quand tu parles d'un James Webb qui coûte des milliards, franchement, savoir que ton lancement il va être à 20 millions ou 40 millions, t'en as pas grand chose à faire en fait, au final. Ouais, c'est le contenu qui compte le plus, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas comme dans l'aviation, où l'aviation, t'as le prix du kérosène et le prix de l'avion qui est quand même un peu différent, qui joue sur le prix des passagers. Mais là, les passagers payent déjà tellement cher qu'en fait, au final, que l'avion il soit reconstruit après le vol, ils s'en foutent complètement en fait. Ouais, c'est ce que dit Fabien. Le problème, c'est qu'ils ont presque voulu en faire une norme en question d'image. Je sais pas trop ce qu'il veut dire par là. En fait, ils ont voulu standardiser, quoi. Enfin, si je le comprends bien comme ça, ils ont voulu standardiser, en fait, faire de la com par de la standardisation des retours des lanceurs et de montrer que ils sont au top de l'innovation. Ah oui, peut-être, ouais. Ouais, peut-être, ouais. Ouais, peut-être. Ouais, c'est sûrement ça. J'ai bien compris. C'est sûrement ça. C'est sûrement ça, et c'est vrai que quand on regarde un peu les fans de SpaceX, ils disent ouais, mais cette nouvelle fusée qui va sortir, elle est nulle parce qu'elle n'est pas réutilisable. Ouais, mais qu'elle soit réutilisable ou non, si elle fait ce qu'on lui demande de faire pour le prix qu'on lui demande de faire, c'est tout bon, quoi. En fait, c'est ça qui importe. En fait, c'est pas tellement qu'elle soit réutilisable ou non. Et l'aspect écologique, parce qu'il y en a qui disent aussi l'aspect écologique a quelque chose à voir là-dedans. En fait, non, parce que un booster vide, un étage vide de fusée, c'est que du métal. C'est de l'acier. Et en fait, au final, il est vidé de tous ses ergols avant de tomber dans l'océan ou ailleurs. Donc en fait, au final, ça ne pollue pas les océans, pas tellement. Alors que la réutilisation est au contraire plus polluante quand on y réfléchit, parce que qui dit réutilisation dit possibilité de lancer plus, et lancer plus dit donc consommer plus, rejeter plus, que en accélérant en fait le spatial. C'est-à-dire que en lançant toute une constellation de Starlink, en fait on pollue un max, on pollue à balle. Désolé Nico, t'es sur. Ouais, maintenant qu'il vient d'être équipé, faut bien lui dire ça, bravo. mais voilà, le concept de Starlink est absolument pas écologique, bien au contraire, du fait que justement avec la réutilisation on lance beaucoup plus, on permet de lancer beaucoup plus, là où avant les lancements étaient plus précis, il y avait une raison pour ça en fait. Et il y a aussi la pollution du ciel et les débris spatiaux qui font des collisions en orbite. Enfin, SpaceX, ils ont des graves problèmes par rapport à ça, et c'est aussi pour ça que je parle pas de Starlink sur ma chaîne et que je boycotte personnellement les lancements de Starlink, mais aussi Starlink et les autres, hein, pas que SpaceX, hein, que ce soit Kuiper ou toutes les autres constellations de satellites des concurrents maintenant, OneWeb et tout. Ça, je veux pas le mettre en avant parce que il y a une forte pollution du ciel, de l'environnement et en général, quoi. C'est un peu dommage. Moi, je veux bien être traité de pollueur de toute façon, moi, entre un avion électrique. Non, c'est pas toi. Et entre un avion électrique et un P-47 ou un Corsair ou un P-51, j'ai choisi. Hein.
Petit prix, bravo. Quand même, il faut y aller pour comparer un pipistrelle à un P51. Quoi. C'est vrai. C'est vrai. C'est une Autant question j'ai du de- respect pour d'écologie, Pipistrel, alors là, je vais pas faire du pipistrel sous prétexte que je vais pas escater les coccinelles. Hein. Bon, non, mais voilà. ce que je vous propose, les amis, il est 55, c'est de tourner la dernière page de l'émission, pendant qu'en plus ça s'est calmé un peu là. La foire aux questions remise de gaz, et on va prendre le temps qu'il faudra, 5, 10, 15 minutes, pour finir l'émission avec Vincent, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir dans la zone aéro. Donc, dernière séquence, remise de gaz, foire aux questions. Et cette séquence qui est pour vous, hein, vous pouvez poser vos dernières questions. Il y a des réactions, hein, ce que tu disais, par exemple, de Oxfirefox, qui dit quand on voit que certains boosters ont été utilisés plus de 20 fois, on ne peut pas nier que c'est plus économique pour SpaceX de récupérer des boosters en prenant en compte la réhabilitation du prix, et c'est moins cher que d'en reconstruire un. En gros, il n'y a pas de petites économies. Ben, les navettes spatiales, Atlantis, elle a volé 33 fois, elle a jamais été rentable, et c'était 1,5 milliard le coût, alors que 1,5 milliard le coût de lancement, alors que les navettes, justement, coûtaient quasiment la même chose à reconstruire à chaque fois. Donc ils auraient pu ne pas la faire réutilisable. Donc en fait, quand on y pense, le nombre de réutilisations ne rentre pas tellement dans le calcul. C'est plus la réhabilitation de ces boosters, voir vraiment combien ça coûte de les réhabiliter, de les stocker, etc. Mais bon, ça c'est vraiment un calcul économique compliqué. D'accord. Surtout que SpaceX ne donne pas de chiffres, donc on n'est pas avancé. Ouais, en plus. Petite question de Joe Brable. Très bonne question d'ailleurs. Est-ce que tu pilotes ou sinon, est-ce que tu vas piloter un jour ? En dehors du simulateur, non. Pas d'avion en tout cas. IRL, enfin en vrai, je pilote uniquement parapente. C'est quelque chose qui me plaît parce que pas de cockpit, pas de bruit de moteur, rien qui me dérange et vraiment en contact avec l'aérologie. Donc c'est vraiment ça qui me botte et j'ai pas envie de me diriger vers autre chose. Après, il m'est arrivé de prendre le manche sur l'Extra 330 de l'EVA. C'était bizarre. Sur un T6 aussi. C'était bizarre. Ça a appelé un Nico, ça. Sur un T6 Texan des ailes anciennes de Corba. C'était bizarre. Et mais ouais, non, moi je suis plus aérologie, calme, posé, tranquille, pas d'interférence de tout le monde qui parle dans la radio en même temps. Voilà, le vol libre. Être un aigle. Le contact c'est ça, avec et les suivre rapaces. les aigles aussi, parce que c'est comme ça que ça marche aussi. On suit les rapaces. Donc, c'est impressionnant. Ils sont bien meilleurs que nous en plus. Oui, ils sont beaucoup. Oui, ils ont une finesse de dingue aussi. Il faut voir leurs ailes. Donc piloter en vrai, ça m'intéresse pas des masses, à part si on prête le manche de temps en temps. Voilà. Bon voilà, Joe Brable, tu as ta réponse. Parle-nous un peu là, parce que donc ton dernier documentaire là, d'il y a 4 jours, ça parle de Stargate. Ouais. Parle-nous pourquoi cette série elle te plaît autant en fait. Justement, en fait, tout le but de la vidéo qui dure 1 heure quand même, c'est d'expliquer pourquoi la série nous plaît à nous les fans de Stargate, pourquoi on est aussi fans de Stargate. Et du coup, j'ai essayé d'explorer ça en rencontrant des gens, en rencontrant des scénaristes et tout dans la vidéo. Et j'ai pas tout à fait la réponse, mais en fait, c'est un truc que Stargate, j'étais là au premier visionnage et je suis tombé amoureux de cette série dès le départ. Et encore aujourd'hui, tu vois, à côté de moi, j'ai jamais loin de moi, j'ai un Zat Nictel de la série. Est-ce que tu avais vu déjà le premier film, parce qu'il est sorti en film au départ, en long métrage dans les années 90. Quand je l'ai vu en série. J'ai vu le film bien longtemps après et j'ai pas du tout aimé. En fait, moi, Roland Emmerich, j'ai du mal, mais j'ai pas du tout aimé. Et par contre, la série, j'ai tout de suite accroché. Il n'y a pas eu de soucis. Et là encore, avant le live, là, j'étais en train de me regarder un épisode de Stargate Atlantis. Donc c'est pour vous dire, je suis vraiment fan de cette série. Et pour moi, c'est une série qui complète en fait sur plein de choses en fait. Voilà. En plus, c'est l'Air Force, ça devrait vous plaire, vous. Avec le NORAD, on voit des F-15, on voit des F-16, on voit un peu de tout. Ouais, moi, c'est plutôt les têtes brûlées, tu sais. Ah oui, voilà. Ça se comprend. Petite question de Sam8200, quel sera ton prochain reportage ? Alors, ça dépend si j'y arrive. Normalement, début novembre, j'aimerais bien faire la vidéo dont on parlait au début sur le vol 0G que j'ai fait la semaine dernière.
Mais c'est pas dit parce que j'ai beaucoup d'ambition dessus. Et maintenant que je suis revenu et que j'ai le matériel, j'ai envie de faire un truc vraiment très long. Donc ça va sûrement me prendre un peu plus de temps que ça. Si c'est pas le cas, je ferai un documentaire complet sur toute l'histoire du Comet, le de Havilland Comet et son destin funeste. Donc du coup c'est aussi un peu velu en ce moment, c'est deux sujets très velus, donc on va voir lequel je finis en premier, ça va être la course entre les deux. Mais Tu dans tous consacres les cas du combien de coup temps ça par sera jour à peu aviation. près sur tous tes projets? On continue toute la journée dessus. Toute la journée, tous les jours, toute la semaine. Et la nuit Y aussi, alors compris tu le dors week-end. quand? Alors là en ce moment je bosse pas mal de nuit en ce moment pour être tout à fait honnête. Mais en ce moment je fais ce que je fais habituellement, c'est-à-dire 10 heures par jour pendant 7 jours. Ah oui, d'accord. Ok. Parfois, je fais des pauses d'une demi-journée pour aller voler ou aller me balader, mais sinon, ouais, je suis à fond dessus en ce moment. D'accord. Ok. Et j'adore ça. Quand on aime, on compte pas, tu sais. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on dit toujours. Hein. C'est la passion. On a une question de Oxfire qui est doublée avec celle de MMG7F. Comment vois-tu le spatial européen à moyen et long terme? Et même question pour le côté US. Ouh là 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 là. Ah ouais, c'est la fois aux questions remises de gaz. Hein. Franchement, Joker, j'en ai aucune idée. J'en ai absolument aucune idée parce que je me tiens un peu au courant de l'actualité, mais je fais pas de prospective plus que ça, vu que je m'intéresse beaucoup à l'histoire spatiale, aéronautique et spatiale. En fait, je j'ai pas tout à fait le temps de rentrer à fond dans les réflexions sur le spatial présent et futur. Donc, très honnêtement, je n'y connais rien et j'en sais rien du tout. Mais si tu veux que je dise deux, trois trucs quand même, pour placer deux, trois trucs, je dirais que le tourisme spatial est un problème, que les constellations de satellites sont un problème et que sur le long terme, ça va nous poser pas mal de problèmes. Voilà. Ouais. En ce moment, en plus, c'est plus l'objectif, c'est de retourner sur la Lune, là, apparemment, et puis d'aller sur Mars. Donc là, j'ai vu un reportage aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, et en fait, là, il est question plus d'association, c'est-à-dire que l'espace européen, il s'associe plus avec les Américains parce que c'est vraiment eux qui ont la plus grande expérience. Après, d'un autre côté, je pense que c'est les Chinois, les Indiens, ou je sais pas. En fait, il y a plusieurs groupes, c'est un peu comme dans les classes à l'école. Hein. Il y a des copains, des affinités qui se font, et puis voilà. Puis après, c'est au premier qui ira sur Mars ou au premier qui ira sur la Lune. Hein. Ça a toujours plus ou moins été ça dans le spatial, la collaboration, parce que ça coûte tellement cher en fait que les États en fait n'ont pas toujours les moyens de financer une mission entière. Toutes les missions spatiales, il y a peut-être 2-3 exceptions, mais on va dire 99% des missions spatiales sondes ou habitées, c'était de la coopération multinationale, même Apollo. Hein. Apollo aussi, hein, il y avait des instruments français, suisses, allemands, etc. et canadiens. Les Canadiens ont beaucoup participé. Et encore aujourd'hui, sur le train d'atterrissage du LEM, il me semble. C'est ça, les pieds d'atterrissage du LEM sont québécois, pour être exact. MDA, je crois. Non, c'est pas MDA. MDA, c'est l'aviation. Non, je sais plus quel nom du truc. Et puis, les Suisses, c'était des instruments posés sur la Lune, et les Français aussi. Les réflecteurs sont français posés sur la Lune. Donc oui, il y a cette collaboration qui a toujours été là et qui est absolument obligatoire parce que ça coûte cher et que la science n'est pas financée, enfin, est mal financée, et ça va pas aller en s'arrangeant. Et de toute façon, avec le privé, voilà, le privé s'en fout de la science, hein, donc au moins voilà, parce que la science n'est pas rentable. Tu peux pas faire de l'argent sur la science. Donc, à part si tu es dans le médical, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses. Donc, du coup, beaucoup de coopération, mais ouais, c'est nécessaire, c'est obligatoire. Parce que si on laisse trop le privé faire des choses, en fait, le privé, il va nous faire du tourisme, le privé, il va nous faire de la collecte de ressources, il peut potentiellement faire des choses qui, en fait, nous sortent de la science et nous sortent du but principal pour lequel on voudrait tous devenir astronaute, etc. C'est découvrir, explorer, découvrir, et pas s'approprier, pas salir et s'approprier des choses pour soi. Ouais. Tu vois. Après, c'est mon petit côté de gauche qui parle. Mais... C'est l'humain qui veut ça, mais bon. Alors, petite anecdote, c'est que j'avais entendu, là, c'est que dans les téléphones portables qu'on a, il y a 100 000 fois la même puissance que dans le LEM, par exemple. Ouais, j'ai pas le chiffre exact, mais c'est du calcul, des calculateurs et tout ça. En fait, le fameux téléphone portable Android, il est 100 000 fois plus puissant en calcul que l'ordinateur du LEM qui s'est posé sur la Lune, quoi. C'est impressionnant l'avancée technologique, quoi.
Ouais, parce que à l'époque, Apollo, en fait, l'ordinateur de bord d'Apollo, il est pas très compliqué parce qu'en fait, il avait pas besoin d'être très compliqué parce que c'est les astronautes eux-mêmes qui rentraient les choses dans l'ordinateur, qui rentraient les résultats de calcul qu'il fallait faire, qu'il fallait appliquer. En fait, Mhm. l'ordinateur de bord, c'était juste un exécuteur. On lui disait, fais ça, et il le fait. Comme toi, avec C'est un pilote ton PA, automatique en fait. ton pilote automatique, ouais, c'est ça. Ton Voilà. PA, tu mets D'accord. altitude et tu rentres l'altitude, heading, speed, etc. Tu rentres ça, tu appuies sur tous les boutons, et quand t'enclenches, il lance. En gros, c'était ça pour l'ordinateur d'Apollo, et les calculs eux-mêmes étaient faits sur Terre par les calculatrices, on les appelait comme ça. Oui, il y a eu un reportage Ah bah là-dessus. oui, il y a un très Il y a beau eu un film film, aussi Les là-dessus. oui, Les Figures de afro-américaines, l'ombre. voilà, il y a eu des films. Ah, voilà. Donc les calculatrices Avec et Kevin les Costner. calculs et aussi les super ordinateurs d'IBM qui commençaient à sortir faisaient ces calculs-là pour les astronautes. Ces calculs étaient arrivés à Houston, et à Houston, en fait, on leur donnait les choses à rentrer aux astronautes par radio. Et en fait, tu avais si tu suis aujourd'hui, tu peux retrouver toutes les archives audio des missions Apollo, même si la mission elle a duré plus d'une semaine, tu as l'audio entier. Et tu entends, genre, toutes les heures, ils donnent une manœuvre. Ils disent, bon, cette manœuvre-là, vous la ferez à telle heure, à telle seconde, pendant tant de secondes, et c'est telle manœuvre. Vous rentrez ça, tel pitch, tel yaw, tel roll, machin. Et si ça merde, ou si machin, la procédure pour rentrer sur Terre, et il le faisait à plusieurs étapes, la procédure pour rentrer sur Terre, donc comme un direct tout quand tu mets dans ton FMS, la procédure pour rentrer sur Terre, c'est tel roll, tel pitch, tel machin, si ça merde. Voilà. Et en fait, les astronautes, ils notaient ça sur un carnet, et ils appliquaient le truc, et let's go. Yeah. Et ils collationnaient aussi en radio, donc la conversation était giga longue. Tu sais, ça faisait 20 minutes parce que ils collationnaient une suite de chiffres absolument improbables. Et c'est super intéressant parce que, ouais, vraiment, en fait, l'ordinateur de bord d'Apollo n'était pas un ordinateur. Ouais. Je sais pas si tu as vu sur YouTube, on peut retrouver c'est pas des documentaires en fait, c'est des images avec où il y a pas de commentaires, mais on entend en fait les audios sur toutes les missions Gemini, Mercury. Oui. Et on entend les conversations. Et il y a une anecdote assez. Alors c'était pendant une mission Gemini où il y avait un des astronautes qui faisait croire qu'il avait vu un ovni. Donc il décrit sérieusement tout ça. Alors, à la NASA, ils sont un peu stupéfaits, quoi. Et puis, en fait, ils parlaient du Père Noël, quoi, parce que c'était le 24 décembre. Il y a eu la même blague du Père Noël aussi. Je crois que c'était Apollo 8 aussi où il y a eu la blague du Père Noël aussi, ouais. Non, mais oui, à chaque Noël, de toute façon, il y avait les blagues du Père Noël qui va dans l'espace auprès des astronautes. Mais il y a plein d'anecdotes comme ça, et j'essaye de les retranscrire parce que j'écoute tous les audios. Du coup, si la mission elle a duré une semaine, je vais écouter une semaine d'audio pour essayer de trouver les petits trucs. Je vais lire les transcripts, etc. Je vais essayer de trouver les petits trucs. Et c'est pour ça que vous avez certains inédits d'ailleurs, genre sur Apollo 10, ils se sont rendus compte en orbite qu'il y avait une de leurs crottes qui flottait. Ils étaient censés la mettre dans un sac et la ranger dans un stow, en fait, dans un galet, en fait, pour les aéros. Et du coup, le truc, c'est qu'il n'avait pas été rangé dans le sac, et avec la pesanteur, il y avait une crotte qui flottait comme ça. Et en fait, il y a un audio de ça, mais il n'a jamais été diffusé nulle part dans les documentaires, etc. Mais il y avait l'audio dans l'archive, il fallait juste le retrouver. Et du coup, je me suis tapé des heures et des heures et des heures d'écoute de ces conversations radio pour essayer de retrouver le moment où on avait cette conversation. Et du coup, dans ma vidéo sur Apollo 10, est actuellement la seule vidéo où vous entendrez le vrai extrait de ce moment-là où ils sont en train de s'engueuler. Ils ne sont pas en radio, c'est des enregistreurs de bord, un peu comme le CVR, en fait. Et du coup... on a cet enregistrement audio des mecs qui font « Oh, mais elle est à qui celle-là? Mais qu'est-ce qu'elle fait là ?» etc. Vas-y. « Oh non, mais je dois la prendre dans les mains, c'est dégueulasse et tout. » Et c'est génial. C'est absolument génial. Je vais la regarder, celle-là. Je vais la regarder. C'est assez incroyable. On est dans le thème de l'actualité de la zone en plus au début, là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'y avais pas pensé. Tout à fait. Il y a encore une question de Oxfirefox. Crois-tu qu'il va vraiment y avoir une guerre froide moderne entre la Chine et les US ? Si tu sous-entends pour la course à la Lune, j'y crois pas un instant. En fait, le truc, c'est que la guerre froide, cette question d'idéologie, elle n'était pas encore résolue à l'époque. Et surtout, il y avait tout à faire, tout à inventer et être les premiers. La Lune, il y a déjà eu les premiers, donc il n'y a plus de course à avoir. Mars, si vous voulez mon avis, de notre vivant, c'est mort. Donc, partant de là, voilà.
si tu veux mon avis, la course, elle est vite fait idéologique, mais en fait, les Américains, ils s'en foutent un peu. C'est un peu comme. C'est ce qui fait aussi que j'aime pas trop For All Mankind. Désolé, je fais un parallèle, mais en fait, quand vous y pensez, dans For All Mankind, vous avez un moment où les Russes, enfin les Soviétiques, envoient la première femme sur la Lune. Et du coup, les Américains, ils sont comme des fous. Ils font oh là là, mais mince, il faudrait qu'on forme des astronautes femmes pour les envoyer nous aussi sur la Lune ultra vite. Alors que dans la réalité, les Américains s'en battaient les couilles. Ils étaient extrêmement sexistes à l'époque, au point qu'en fait, ils s'en battaient les couilles. Et donc, grosso modo, la première femme dans l'espace, c'était 1963, Valentina Tereshkova. Donc, c'était une soviétique. Les États-Unis, la première femme américaine dans l'espace, c'est 1982. Dans la navette spatiale. Ouais, dans la navette spatiale. Donc, Mercury, Gemini, Apollo, Skylab, zéro femme. C'est après qu'ils ont commencé à en mettre. Donc, en fait, si vous voulez, il y a beau y avoir une course, si elle est pas, s'il se donne, enfin, si c'est pas être le premier quelque part, mais vraiment le premier, les US, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Et surtout, vu l'argent investi et dans le contexte qu'on a actuellement, je pense que en fait, les Chinois, s'ils vont sur la Lune, bah, tant mieux pour eux, mais les US, ça va leur faire ni chaud ni froid. Là, les Américains, ils ont leurs objectifs, les Chinois, ils ont leurs objectifs. Je pense que c'est plus une avancée parallèle qu'une vraie course, en réalité. D'accord. Ok. Bon, bah voilà. Ouais, on parlait aussi des premiers à s'installer durablement, je pense. Bah, durablement, c'est dur à dire. Hein. Les Chinois, ils ont mis du temps à s'installer durablement en orbite. Faut voir comment se porte la Russie, en fait. Faut voir comment se porte la Russie, parce que les Chinois, ils peuvent compter que sur la Russie. Et parce que la Russie a lâché Artemis, a lâché les Américains suite à la guerre en Ukraine. Donc, du coup, faut voir comment la Chine se porte, parce qu'il y a l'Inde, la Chine et la Russie qui peuvent plus ou moins se mettre ensemble. Mais si la Chine porte seule le truc, je ne sais pas si elle pourra porter vraiment seule, s'installer durablement. Après, est-ce que les Américains vont s'installer durablement comme ils le disent? Ça, c'est pas dit non plus. On a déjà eu plein de projets qui se sont mis en place, qui ont mis des années à se développer et qui n'ont jamais vu le jour parce que les présidents ont changé, parce que le contexte, la crise est arrivée et que ça a rétropédalé. En vrai, faire des plans sur la comète dans le spatial, c'est très compliqué parce que rien qu'envoyer une sonde, avant le lancement, c'est 20 ans de préparation. Donc, et à tout moment, ça peut avoir une annulation. Donc, en fait, le spatial, c'est difficile de prévoir. Très, très, très difficile. Ok, bon bah voilà, Ox Firefox, tu as ta réponse. Bien, bon, je pense qu'on arrive au terme de cette émission, puisqu'il est déjà 22h10, 20h11 UTC. Ce que je vous propose, avant du mot de la fin avec Vincent, c'est juste rappeler le programme de la semaine prochaine, puisqu'on aura une invitée dans la zone aéro, puisqu'on parlera la semaine prochaine de ces drôles de petits avions, qui sont en fait, c'est pas des petits d'ailleurs, ils sont un peu plus gros, des Piaggio P180, avec Elisabeth Christensen, qui est directrice adjointe et commandante de bord chez Oyonair. Et on parlera justement du métier de pilote d'aviation, donc d'assistance aérienne, pilote de transport d'organes par exemple, et ce genre de missions qui sont assez intéressantes. Donc c'est la semaine prochaine. Par contre, notez bien l'horaire, ça sera à 19h30. Hein. 19h30 la semaine prochaine et non pas 20h30 comme d'habitude. Voilà. Et donc on retrouve Vincent pour la fin. Oui, Oyonair qui était présent au Bourget cette année et qui avait présenté l'avion d'ailleurs qui était sur la photo. Donc voilà. Oyonair que j'ai connu, hein, moi, parce que quand je vivais à Lyon toutes ces dernières années, on les entendait passer parce que leur plateforme était à Bron. Et ils ont un bruit assez caractéristique en plus. Ouais, qui porte très loin. Voilà. Qui porte très très loin. On en parlera. C'est une des raisons pour lesquelles ils ont déménagé. Ouais. Bon, en tout cas, Vincent, merci beaucoup. C'était très sympa, très instructif. Moi, j'ai parfaitement. Alors, j'ai pas pu le dire parce que c'est vrai qu'il y avait l'orage, mais j'ai parfaitement apprécié l'excellent épisode que tu as fait sur le SR-71 Blackbird. Lequel? J'ai trouvé très bien fini. Celui que j'ai sorti en août? Ouais. Ouais, ok. Ouais. Donc voilà, je voulais le dire. On espère te retrouver un de ces jours, pourquoi pas. C'est très bien aussi, ouais. J'ai regardé. Alors, petit conseil aussi pour ceux qui font des maquettes, c'est de regarder justement ce genre de documentaire.
On apprend plein de choses sur la fabrication, justement. Et quand on fait des maquettes, bah, si on veut être exact, tout ça, bah, on sait à quoi ça sert et tout, de quelle couleur il faut peindre les choses et tout. Donc, voilà, moi, j'ai eu l'affaire au 1,72, là, le SR71. Donc, Ah yes. Moi, j'espère en avoir un jour dans le studio. Ouais. Ça fait des projets, tout ça. Bon, en tout cas, Vincent, on espère te retrouver. On te souhaite aussi plein de bonnes choses sur tes excellentes chaînes sur lesquelles on passera sans se retenir, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, bien évidemment. Et je pense que les modérateurs vont mettre une dernière fois les liens dans le chat, comme ça, au moins, tout le monde les a. Et tout est OK. La semaine prochaine, on a dit 19h30. Et je vous invite aussi à nous rejoindre dans 15 jours, la première émission du mois de novembre, puisque nous aurons un commandant de bord A380 qui était tout à l'heure dans le chat. C'est monsieur The Flying Frogs qui fait aussi une chaîne de simulation. Donc on parlera justement de ce parallèle, un vrai métier, les fonctions de commandant de bord, et puis du contrôle en ligne sur Ivao, etc. Bref, ça va être une émission aussi qui sera très intéressante. Voilà. Merci Vincent. Bah de rien, au plaisir. Bonne soirée à vous. Au plaisir de te retrouver un de ces jours en tout cas. Il fait aussi du Warbird, là, je vois, tu as fait un documentaire sur les Red Tails. Exactement. Ouais, Filmé avec DCS notamment. Ouais. Donc on c'est parle de intéressant simulation. aussi. Ouais, bah ouais. Bon, Sur en tout Midway. cas, merci aussi à vous dans le chat qui avez posé beaucoup de questions ce soir et ça nous fait bien plaisir. Merci et bisous, toutou, nous dit Natabouille. Oui. Là, il dort. Il est en train de dormir. Je vous rappelle que l'émission sera disponible pour les abonnés dans quelques instants sur la chaîne YouTube. Et pour le raid, je vous propose d'aller chez NoKill. NoKill, c'est un streamer belge qui fait en équipe le tour des États-Unis en ce moment en Piper Comanche. Ils en sont à l'étape 16, je crois. Donc, et ça se passe d'une manière très très cool. Donc je vous propose d'y aller, de lui faire un petit coucou sur le chat et de le saluer parce que c'est une équipe très sympa. Ils se prennent pas très au sérieux, mais c'est très bonne ambiance. Voilà, donc NoKill, nos amis belges. Merci à toutes et tous. Restez avec nous le temps du raid et envoyez les pictos de la zone aéro. On lance le générique de fin. Merci Vincent. Merci Nico. Salut. Merci à vous sur le chat. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, 19h30. Ciao, bye bye. Salut.